Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars. Monsieur Mélenchon, c'est un grand plaisir pour la tribune que nous sommes de vous recevoir ici, au haut lieu capitaliste, 5 ans après votre dernière intervention. Heureux de constater que vous êtes presque autant abonné au mardi que vous l'êtes au présidentiel. Issu de l'immigration espagnole en Algérie française, c'est à Tanger, au Maroc, que vous naissez en 1951. Votre mère est institutrice et votre père travaille dans les télécommunications. Vous passez votre plus tendre enfance sous le climat méditerranéen, avant de partir vivre en Normandie, puis dans le Jura. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Cette phrase de Rimbaud va bien au Jean-Luc Rebelle, qui en classe de première organisait une grève dans son lycée pour soutenir le mouvement de mai 68. C'est à cette occasion que vous découvrez une âme de meneur. Vous êtes celui, dites-vous, qu'on pousse devant pour parler à la place des autres, celui qui harangue les foules, et cela n'a jamais vraiment changé. À l'université de Besançon, vous décrochez à la fois une licence de philosophie et une licence de lettres modernes, avant d'enseigner le français au lycée. Seulement, les choses ne sont pas si simples. Le jour, vous êtes Monsieur Mélenchon, le professeur de français. La nuit, c'est Jean-Luc le Rouge qui revêt sa cape de défenseur du prolétariat. Vous vous engagez en effet dans divers mouvements trotskistes, en parallèle d'une activité journalistique. Toutefois, à la suite de divergences entre les communistes et vous, vous montez dans le navire du PS, et c'est auprès de François Mitterrand que vous entamez votre essor politique. Votre verbe et votre fougue ne passent en effet guère inaperçus. Agrippé à votre fief de l'Essonne, vous décrochez des mandats, de conseiller municipal à sénateur. L'an 2000 est pour vous un tournant. Vous devenez ministre de l'enseignement professionnel sous Jospin. Vous acquérez alors une sensible notoriété au PS, à gauche de son aile gauche, que vous quittez en 2008 pour fonder le Parti de gauche. Votre visibilité médiatique croît, et vous voyez grand, la présidence. Vous menez ainsi en 2012 la coalition du Front de gauche, enfin soutenue par les communistes, et atteignez 11% des voix au présidentiel. Vous persistez en 2017, à la tête de votre nouveau mouvement La France Insoumise, et avec 19,6% des voix, vous confirmez votre rôle de pilier de l'opposition en présidant notamment le groupe de 17 insoumis à l'Assemblée. Aujourd'hui crédité de 9% des intentions de vote, vous n'êtes plus un pilier, vous êtes la tour de Pise. Vous adoptez depuis 2017 une stratégie de communication atypique. Vous avez une chaîne YouTube, une chaîne Twitch et un compte TikTok. En particulier, sur YouTube, vous cumulez presque 600 000 abonnés grâce à vos 147 revues. Comment ? 600 000 officiellement. Vous êtes plus à jour que moi. Grâce à vos 147 revues de la semaine, vos FAQ et autres contenus. Pour toucher les jeunes, vous créez même un jeu vidéo qui s'appelle Fiscal Combat, où un Mélenchon miniature poursuit des oligarques pour leur faire payer des impôts. Peut-être aurons-nous un jour l'immense honneur d'avoir un skin Mélenchon sur Fortnite. Votre programme, l'avenir en commun, ne manque pas d'ambition. Armé de son arc et de ses flèches, Jean-Luc Desbois souhaite baisser les impôts de ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois et taxer à 65% la dernière tranche de revenus. Oh, que vous allez vous faire des ennemis dans cet amphithéâtre. Face au déluge environnemental, l'arche de Jean-Luc est là pour nous sauver. Vous proposez un plan de relance sociale et écologique de 100 milliards d'euros, la nationalisation de certaines entreprises clés de l'énergie comme EDF et la sortie du nucléaire d'ici 2045. Cependant, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'avenir en commun que vous nous promettez consisterait plutôt en une dette colossale et un déficit extérieur dégradé. Sur le plan géopolitique cette fois, vous souhaitez avant tout sauvegarder l'indépendance stratégique de notre beau pays, le rendre insoumis aux lugubres sphères financières mondiales et notamment à l'Amérique, l'empire du mal. Vous désirez entre autres mesures quitter le commandement intégré de l'OTAN. Mais monsieur Mélenchon, vous êtes un homme de paradoxes et de revirements. Vous êtes un franc-maçon assumé qui n'aime guère les religions, et pourtant vous avez été dans votre jeunesse enfant de chœur et servant de messe. On vous reproche souvent d'avoir voté pour le traité de Maastricht, alors que vous blâmez aujourd'hui une Union européenne néolibérale dans ces traités. Vous fustigez sans cesse la monarchie présidentielle, mais vous régnez impérialement sur votre parti. Vous dénoncez le système, mais la République, c'est vous. Vous proposez la retraite à 60 ans, mais vous en avez 70. Véritable Michel Drucker de la politique, on a l'impression que vous avez toujours été là et que vous ne partirez jamais. Mais ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes parce que vous avez su rester jeune dans votre tête. Et à défaut d'apporter du sang neuf, vous apportez du sang chaud, car le souffle ardent de la révolution brûle encore en vous.
Véritable tribun du peuple, vous ne vous embarrassez pas des pudeurs de gazelle d'une partie de la gauche et affrontez vaillamment les ben voyons. Votre passion, votre témérité, en passant par certaines controverses, font aujourd'hui bel et bien de vous une personnalité incontournable du paysage politique. Alors, en attendant peut-être de vous revoir ici dans 5 ans, les mardis de l'ESSEC vous remercient de votre fidélité et vous souhaitent à toutes et à tous un excellent débat. Monsieur le député, bonsoir. Comme le veut la tradition, vous disposez d'un court droit de réponse à votre présentation faite par Martin et Harris. Ça m'a bien amusé. Non, mais c'est un portrait, alors c'est plein d'erreurs, mais c'est sympa quand même. Puis ça fait un miroir, alors c'est toujours un moment un peu marrant de se regarder vu dans les yeux des autres. Et surtout d'entendre son histoire racontée, alors ça donne tout d'un coup une cohérence. Hein. Bon, Camus lui disait le contraire, il disait que c'est quand on se retourne et qu'on regarde derrière soi ce qu'on a fait, qu'on appelle ça un destin. La vie est plus brinque-ballante. Non, mais c'était sympa. Plein d'erreurs, mais sympa. Alors nous voulions commencer ce débat par vos mots. En 2017, vous étiez déjà venu au mardi de l'ESSEC, à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, et vous aviez déclaré alors qu'un homme était toujours transformé par une élection. Alors 5 ans après, nous voulions savoir en quoi avez-vous été changé par l'élection présidentielle de 2017 et en quoi aujourd'hui êtes-vous un homme nouveau ? Nouveau, non. Non, parce que on se construit dans une existence et il n'y a pas de limite à cette construction. Dès lors, des événements comme ceux de la politique d'une manière générale vous aident à vous construire d'une manière particulière. Une conscience politiquement engagée a ceci de particulier qu'elle se sent parfois jusqu'au ridicule concernée par tout le monde, tout le temps. Et ça vous met dans une attitude, un regard sur l'existence qui est différent de ceux qui, précisément, au contraire, pensent que le bonheur est beaucoup plus près de soi et ses protagonistes plus près. Ensuite, un événement comme une élection, pour des gens comme moi, c'est cette sorte de paroxysme du rite démocratique et républicain. Tout le monde se transforme dans une élection, mais les individus qui ont pris une décision, c'est un rite, je le raconte souvent, peut-être que vous avez connu ça chez vous, mais non, chez les capitalistes, on ne parle pas de ça à table, on ne parle ni d'argent ni de politique. Mais sinon, vous savez comment ça se passe, on discute dans la famille, tout le monde n'est pas tout à fait du même avis, alors on ne dit pas trop, mais enfin bref, c'est un moment qui transforme la relation, et puis à un moment donné, on choisit. Qu'est-ce qui est bon pour le pays ? Et moi, je pars de l'idée que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, commentateurs, ce n'est pas vrai que ceux qui décident comment ils vont voter ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, en disant qu'est-ce qui est bon pour moi. Non, je crois qu'il y a une culture politique qui est un peu présente partout dans notre pays, dans notre peuple. On dit que nous sommes la nation politique d'Europe. Et tout le monde se transforme. À plus forte raison quand vous êtes le candidat. D'abord, vous subissez une épreuve personnelle. C'est le grand oral de l'élan permanent, quoi. Hein. Alors, monsieur Mélenchon, qu'est-ce que vous pensez des boulons et des vis ? Ah ben voilà, il faut avoir un avis. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez des rossignols et des cigognes ? Et ainsi de suite. Il faut avoir un avis sur tout, ce qui n'est pas toujours le plus confortable, mais ça vous met aussi au pied du mur des limites de ce que vous savez ou vous ne savez pas. Donc c'est une épreuve, et puis il y a l'épreuve de la cohérence, c'est-à-dire qu'il faut toujours ramener tout ce qu'on fait au projet global si on veut, dans ma famille politique, présenter les choses correctement. Et puis, évidemment que l'élection de 2017 a eu sur moi une influence que n'avaient pas eu les précédentes, puisque jusqu'à la dernière minute, on m'a dit « vous êtes dans un mouchoir de poche pour le deuxième tour ». C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai pris un certain temps avant de réagir, parce que les instituts de sondage me disaient « c'est pas sûr, attendez ». Bon, vous savez comment ça s'est fini. Pour nous, moi j'ai utilisé 2000 fois l'expression « nous sommes passés à 600 000 voix près du deuxième tour ». Parce que, à la fois, c'était pour faire prendre conscience à chacun que le but était à portée de main, et puis peut-être un appel au sens des responsabilités, et puis ne sachant pas de quoi serait fait le futur,
leur dire, vous avez vu, on a réussi à le faire une fois, donc la prochaine fois, peut-être qu'on fera mieux. Je termine en vous disant que ce que ça a produit sur moi, c'est les 8 jours avant, quand on m'a dit, c'est dans un mouchoir de poche, comme je suis un homme extrêmement méthodique et organisé, je me suis dit, supposons qu'on y arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? La campagne, c'est le plus simple, mais après, supposons qu'on gagne. Comment on va s'y prendre? Donc, si vous voulez, vous subissez à ce moment-là une sorte de brûlure. Fini les phrases générales. Et ça m'a obsédé jusqu'au point qui fait que quand on a préparé ce programme, cette nouvelle édition du programme qui paraît cette semaine, on a beaucoup plus travaillé sur... Pourquoi ça vous fait rire? Un peu de publicité. Ah oui, c'est vrai que c'est une école de commerce. Non, mais c'est pas de la... Non, mais ça s'appelle pas de la pub. C'est un document de travail. Vous allez y réfléchir, tout ça, voilà. Bon. C'est de la pub, c'est pas trop mal fait, grâce à vous. Mais on a beaucoup travaillé et de manière quasi constante, ça reviendra, on verra dans la discussion. Quand les équipes travaillent, quand les gens reviennent vers moi, la question toujours, c'est pas comme d'habitude les trucs de journalistes. Combien ça coûte? On s'en fout de combien ça coûte. Ce qui compte, c'est à quoi ça sert et qui va le faire. Alors, à quoi ça sert? Il faut le démontrer. Et puis, qui va le faire? Il faut toujours faire référence au monde du travail. Merci pour cette introduction. Je suis un peu long, alors si je commence long comme ça, qu'est-ce que ça va être? Alors, merci pour cette introduction. Pourquoi vous êtes dans le noir? C'est curieux quand même comme ambiance. On a l'impression d'être dans un confessionnal. Vous pouvez pas mettre un peu de lumière que je vois vos figures? Allez, un effort, là. Il y a bien quelqu'un qui sait régler la lumière, là-haut, non? C'est un boulot, hein? Bon. Pendant qu'on allume les lumières, justement, on va en parler de votre programme, L'Avenir en commun. Toute la structure de ce débat est composée de ce programme. Donc notre débat va se structurer entre 3 parties, 3 thèmes. On va d'abord parler de votre stratégie politique actuelle, pour ensuite parler de vos propositions concrètes, économiques et sociales, et finir avec tout l'aspect institutionnel de votre programme. Monsieur Mélenchon, vous souffrez aujourd'hui d'une image écornée auprès de la population française, alors que vous totalisiez près de 20% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Vous n'en faisiez déjà plus que 6,3% aux élections européennes de 2019. Et quant aux élections départementales et régionales de 2021, LFI est arrivée en queue de peloton. Ah bon? Ne se qualifiant en elle-même pas au 2e tour, dans aucune région. Juste 2 régions, ça vous paraît insuffisant? Avec des coalitions avec d'autres partis de gauche. Il n'y a aucun parti qui soit présenté jamais ou que ce soit tout seul, c'est toujours des coalitions. Bon, admettons. De fait, quelle est votre stratégie pour contrer ce déficit de popularité à 6 mois de l'élection présidentielle? Bon, on ne vit pas dans le même monde. Je ne vous en veux pas, mais je ne suis pas un produit. Je ne suis pas une savonnette ou je sais pas quoi, une barre de chocolat. Je représente, j'incarne à ma manière et pour la part qui m'en revient, un idéal, une manière de voir le monde et de vouloir le transformer. Par conséquent, les hauts et les bas de cette aventure concernent bien sûr ma personne, ma propre manière de faire, mais essentiellement le rapport que ces idées ont avec la société. Il est certain que pour la famille politique que je représente, l'explosion sociale de pratiquement toutes les grandes corporations ouvrières et salariales, en CDD, en contrat d'intérim et ainsi de suite, ont détruit les bases sur lesquelles, autrefois, était construit notre idéal et les organisations qui allaient avec. Le rapport de force est considérablement dégradé pour nous, et ça se voit à la faiblesse des syndicats, et nous sommes sortis de la période où nous étions si forts dans le passé, en haillons, parce que nous n'avons pas su renouveler nos dirigeants, parce que la pensée a été pauvre, parce que le rapport aux intellectuels a été nul, et ensuite parce que, bon an, mal an, la plupart des dirigeants de ce qui était la principale force d'opposition et de proposition, et souvent la seule, qui était le mouvement socialiste et social-démocrate, s'est rallié au néolibéralisme et à l'idée que le capitalisme était une forme d'organisation de la société indépassable. Dès lors, le tableau se présente d'une manière tragique. Dans toute l'Europe de l'Est,
la gauche, quelle qu'elle soit, est réduite à l'état de trace. En Italie, où il y avait le plus grand parti communiste d'Europe occidentale, le plus imaginatif, le plus vivant, il ne reste plus rien. Et dans pratiquement toute l'Europe du Nord, les partis sociodémocrates sont réduits à la portion congrue, et quant au mouvement d'une nature comparable aux insoumis, il n'existe pratiquement plus. En même temps, de tous les côtés, ont monté des organisations d'extrême droite un peu partout, en relation avec cette destruction et cette absence d'alternative crédible. Voilà de quoi partent les événements. Mon image là-dedans, c'est que dalle, ça compte pas. C'est ça le fond de l'affaire. Et nous sommes le dos au mur dans toute l'Europe. Il est possible que dans quelques mois, on subisse ici en France, tout d'un coup, un assaut de l'extrême droite tel qu'ils finissent par avoir le dernier mot. C'est pas impossible. Mais oui, c'est comme ça. Bon, ça s'appelle l'histoire. Alors, après, c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des images toutes faites, une image abîmée, tout ça, j'ai entendu ça 100 fois, mais pardon, je vais vous dire quelque chose d'un peu cruel, ça dépend des milieux. Dans la petite bourgeoisie où les décibels font peur, en effet, il y a eu des décibels de trop. Et c'est au point d'aveuglement que personne ne s'est demandé pourquoi il y a eu des décibels, ni si c'était juste qu'on m'inflige ce qui m'a été infligé et qui me l'est à nouveau. Mais il y a d'autres endroits du pays où c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On m'aurait pour un peu quasiment mis sur un pavois pour avoir tenu tête comme je l'ai fait. Donc ces questions me paraissent secondaires. Ensuite, il y a une manière de regarder. Nous avons eu une tactique, je ne veux pas revenir dessus, sur les élections régionales, mais les deux seules régions qui aient changé de main, en quelque sorte, les deux seuls macronistes qui ont été battus l'ont été par une coalition composée d'un parti local et de la France insoumise. Donc je ne m'en vante pas parce que c'est une coalition, je ne sais pas pourquoi je me l'approprierais, mais je trouve des fois un peu injuste qu'on dise « Ah ben voilà, alors là, vous n'existez pas, là aussi, ça... » Bon, l'élection européenne, par exemple, elle nous met au cœur du problème stratégique de l'élection présidentielle. L'élection européenne, c'est 30% de votants. Une catastrophe pour nous. Ça veut dire que tous les milieux populaires ne se sont absolument pas investis dans cette élection. C'est là que sont nos bases. Et bien pareil pour l'élection présidentielle, vous m'avez demandé quel était mon objectif. Mon objectif, c'est la remobilisation populaire, et puis la bataille pour gagner l'estime, l'affection, l'adhésion, et pas simplement le rejet. Je n'ai pas l'intention de faire une campagne en disant « Attention, oulala, je suis le roi des castors, c'est moi qui fais les plus grands barrages contre l'extrême droite, etc. » Ce n'est pas le sujet, c'est l'adhésion à une manière de voir. Car si je l'emporte, ce que moi je crois possible est réaliste. Les changements que prévoit ce programme nécessitent un niveau d'intervention populaire et d'adhésion qu'il est impossible de gagner par l'escroquerie habituelle qui consiste à dire « votez pour moi parce que je suis le moins pire et l'extrême droite est pire ». Voilà comment je réponds à votre observation. Qu'est-ce que je compte faire ? Remobiliser les milieux populaires, nous sommes attelés à ça, avoir un programme qui tient la mer parce que moi je crois à l'intelligence collective, je crois que les gens ne se laissent plus mener par le bout du nez, comme ce fut le cas pendant un temps. Ils écoutent, essayent de comprendre. Notre pays est comme ça en ce moment, il tâtonne, il se cherche. Et puis, il a beaucoup changé. Vous vous en rendez peut-être pas compte, compte tenu de votre âge. Mais les mêmes, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, n'étaient pas du tout comme vous. Et ceux de 1990, encore moins. En 1990, il y en avait un qui, à la sortie, me disait « Je suis d'accord avec vous ». Ici, je sais qu'il y a au moins 15 ou 20% de la salle. Je le sais. Et la plupart d'entre vous, que vous soyez de mon avis ou pas, la plupart d'entre vous ont en commun une conscience des biens communs, de l'intérêt général, du changement climatique. Ça n'existait pas, ça, il y a 10 ans. C'était considéré comme du collectivisme. Donc nous avons tous beaucoup changé. Nous sommes à la veille d'une bascule entre différentes manières de conduire le pays. C'est pourquoi c'est un moment qui est fascinant. Et il ne faut pas passer son temps à avoir peur de l'extrême droite, parce que ça ne nous mène nulle part. Alors vous nous avez parlé de coalition, vous nous avez parlé de l'état de la gauche actuelle en France et en Europe. Alors on sait que vous n'êtes pas trop friand des chiffres d'instituts de sondage, mais on a pris le dernier, IFOP, du 5 novembre, et vous êtes crédité de 9%, comme il a été souligné pendant la présentation, mais la gauche en général à 26%, éclaté entre 7 candidats. Alors, on a un double contexte. Bon, vous venez de nous dire qu'on ne devait pas avoir peur de l'extrême droite, mais dans ce même sondage, l'extrême droite est créditée de 35% des voix. Alors, dans ce double contexte de fragilisation de la gauche
et de montée de l'extrême droite, pourquoi avoir évincé toute possibilité d'union des gauches ou de la gauche? Et on voulait vous interroger aussi là-dessus. Fondamentalement, aujourd'hui, qu'est-ce que la gauche pour vous et pourquoi les différents partis de gauche ne sont pas compatibles? Alors, commençons par dire plusieurs choses. Le sondage dont vous parlez, il a sa part de vérité. Mais il suppose à peine plus de 50% de participation. Il est à prendre avec des pincettes, on le sait. Non, il n'est pas à prendre avec des pincettes, il est à prendre pour ce qu'il est. C'est-à-dire, le vrai événement qu'on aurait dû discuter, c'est de dire, est-ce que vous imaginez une élection présidentielle dans la pagaille qu'est déjà ce pays, où le président sortirait élu par 50% de la population? C'est-à-dire, les autres ne seraient même pas venus. Et dans cette élection, il n'aurait que ses voix. C'est ça le sujet politique. On n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que la caste médiatico-politique n'a pas envie de savoir ça et que ça l'arrange. Parce qu'une élection où le peuple ne s'en mêle pas, c'est le pied. Il ne reste plus que les gens intelligents, sensés, qui peuvent choisir entre le néolibéralisme et le libéralisme des néos. Voilà. Donc ça, c'est plus intéressant que d'avoir affaire à des gens comme moi qui viennent et qui disent maintenant on va partager, maintenant ça va être la planification écologique, etc. J'exagère un peu parce que ça a une tournure un peu parano, mais je suis obligé de réagir comme ça parce qu'intellectuellement, je trouve choquant que ça ne choque personne. Alors après, une fois qu'on a fait ça, donc on sait qui est allé, qui a donné son avis, parce qu'un sondage est une production matérielle. Je vous invite à être précautionneux avec leur usage, mais vous allez voir comment. J'ai connu une période où, dans les pas de Pierre Bourdieu, nous considérions que l'opinion publique n'existait pas et que les sondages fabriquaient, en fonction des questions, les réponses. Nous avons changé de tactique pour ce qui concerne les insoumis. Nous faisons maintenant une critique de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, on n'y faisait même pas attention, qu'ils ne donnent pas les notices techniques en même temps que le résultat du sondage. Donc vous avez un décalage de 3, 4, 5 jours après que soit passé le chiffre qui s'imprime dans les esprits. Ensuite, il faut voir comment sont faits... Bref, vous avez compris. C'est une production matérielle, donc on doit s'intéresser aux conditions dans lesquelles cette production s'opère. Après, on a un total de ce que vous appelez la gauche à 26%. C'est très faible, c'est à mettre en rapport avec la participation, à ceux qui répondent, mais ça correspond quand même à une réalité. Et vous avez raison de poser la question, mais qu'est-ce que c'est au juste, la gauche? Parce que pendant un siècle et demi, la gauche, c'était la rupture avec l'ordre économique dominant. La gauche était la critique de la propriété privée. Ça commence avec Rousseau. Ça se retrouve dans la Grande Révolution de 89. C'est ça la gauche, c'est-à-dire c'est une rupture avec le système, et en l'occurrence le système capitaliste. Alors c'était pas facile à expliquer, et bon, il y a eu beaucoup de versions différentes de la manière d'approcher cette question, jusqu'au point où certains ont inventé une différence entre révolutionnaire et réformiste. C'était assez drôle à voir, parce que ça n'existe pas dans la réalité. Et voilà, c'était ça. Alors qu'est-ce que la gauche? Si je vous réponds conformément à ce qui s'est passé pendant un siècle et demi, c'est ceux qui veulent rompre avec le système capitaliste. Je préfère pas dire ça, parce que ça fait le plus grand monde. À part moi, je vois pas bien qui y reste. Et le Parti communiste, peut-être. Bon. Et puis l'extrême gauche. Mais même le rapport au capitalisme, aujourd'hui, et le rapport critique mériterait d'être reformulé. J'ai connu une période où nous critiquions le capitalisme tout en étant au moins aussi productiviste que lui. Donc du point de vue du rapport à la nature, c'était pas plus brillant. Donc vous voyez, tout ça a beaucoup bougé. Alors, je reste, moi, l'homme d'une rupture, et avec une famille politique et un programme qui est un programme de rupture. Je le dis dans l'introduction, je ne vais pas raconter d'histoire. La révolution citoyenne, c'est une révolution, parce que ça change les institutions, ça change la hiérarchie des normes, ça change le régime de la propriété pour un certain nombre de biens, pas pour tous, je l'admets aussi à cet instant. Donc voilà. Après, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas compatible? Tout simplement que les gens ne le supportent pas. Et moi, je veux bien, par exemple, me taper sur les cuisses avec les autres pour dire oui, oui, on va faire du protectionnisme. Alors l'un l'appelle solidaire, l'autre écologique, le troisième je ne sais pas quoi. Et puis tout le monde dit oui, oui, ah bon, oui, il faut du protectionnisme. Il y a un problème. Ce n'est pas compatible avec les traités européens. Quelle que soit la dose de protectionnisme, ce n'est pas compatible. Donc je suis cohérent. Puisque ce n'est pas compatible, nous ferons opt-out. Que disent les autres? Non, ils disent qu'ils veulent aller plus loin dans l'Europe telle qu'elle est. C'est pas possible. C'est pour vous dire qu'il y a des objections qui rendent
incrédible, une coalition. Après, il s'agit de gouverner un pays. Ce n'est pas au moment où on est élu grâce à je ne sais quelle carabistouille qu'on dira bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, il faut savoir avant. Donc il y a de profondes différences. Je vais vous dire, moi je n'ai jamais décrété, quelle est la phrase que vous avez utilisée, que nous étions inconciliables. Je l'ai constaté, et lorsque j'ai proposé de le dépasser, comme dans les élections régionales, en disant bah, puisque l'essentiel n'est pas engagé, c'est pas l'Europe, c'est pas le capitalisme, etc., bah, entendons-nous. On m'a répondu non. Donc j'ai dû constater, et comme je ne sors pas de l'œuf, comme vous l'avez noté, compte tenu de mon âge, il y a un moment que je sais qu'il y aura des candidats de toutes les anciennes formations de la gauche traditionnelle. Donc nous sommes devant un moment historique où, en effet, certains pensent que je suis une erreur de la nature et un accident provisoire, et que, bon, bref, que c'est eux qui vont être la relève. Ils ont le droit. C'est la démocratie qui va trancher. Notre pays va en partie se refonder dans cette élection. Par exemple, la droite est pulvérisée. Et il est vraisemblable qu'elle sera absorbée d'un côté par l'extrême droite, de l'autre côté par M. Macron. Donc tout ça, ça va réorganiser la politique. Donc c'est le moment de faire de la politique, de faire campagne, de défendre des idées, parce que c'est maintenant qu'on va gagner ces galons une bonne fois devant l'opinion, devant la masse des Français, qui est confrontée à des problèmes autres, à mon avis, que l'immigration, la sécurité et ce machin-là, ce piano mécanique qui nous est débité. Les problèmes de tous les jours, c'est le changement climatique, c'est la peur du lendemain, c'est les statuts professionnels, c'est la misère, c'est la famine, c'est le froid, hein, parce que tout ça frappe des millions de nos compatriotes. Je sais que c'est pas toujours évident de l'admettre. Moi, on m'a souvent accusé d'exagérer. Hein. Je suis d'un milieu social où je ne vis pas, moi, dans la misère, dans le froid, mes revenus m'ont mis à l'écart de ça. Ça va très vite, vous savez, de plus se rendre compte de ce qui arrive aux autres. C'est pourquoi je crois que c'est ça qui obsède plutôt la masse des Français que le reste, que tout ce qu'on nous vend à longueur de journée. Vous parliez de mobilisation populaire et vous vous érigez notamment contre l'extrême droite. On remarque toutefois un certain nombre de points communs entre votre électorat et celui de Marine Le Pen, par exemple. Des électeurs qui ont un patrimoine plutôt faible, qui ont une situation économique et sociale moins favorable que celle de leurs parents avant eux. Dans ce contexte, quel est votre but électoral? Est-ce de reprendre une partie de l'électorat de l'extrême droite, ou bien assumer cette position de rempart, ce qui reviendrait à renoncer à ces voix? Il est évident que nous pensons être écoutés plus favorablement là où notre programme répond à la vie quotidienne des gens et qu'il est possible de leur dire on va améliorer votre vie quotidienne, on va changer tout ça, on va donner du travail, on va garantir un revenu digne, on garantit une habitation digne, etc. Et il est certain qu'on est entendu plus favorablement que si je m'en allais voir quelqu'un d'autre à qui on dirait un revenu digne, ça va, pas de problème. Une habitation décente, bah oui, ça va, la mienne est décente. Donc c'est ça qui va nous tourner prioritairement vers les milieux populaires, parce que notre politique est d'abord faite pour leur répondre, pour eux. Si nous aspirons à être la représentation politique de ces milieux, et d'une certaine manière, on l'est socialement, par exemple par la composition du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, où on fait entrer la première aide-soignante de l'histoire du Parlement. Le coordinateur de notre mouvement est lui-même un BTS. Donc nous sommes un peu à l'image, pas assez, mais nous le sommes. Mais le discours politique que je porte n'est pas adressé à une catégorie, je ne suis pas un parasyndicaliste ou un super syndicaliste, il s'adresse à la France. Il lui propose des perspectives, par exemple quand on parle de politique étrangère, c'est pour tout le monde. Hein. Quand on parle de politique de l'emploi aussi, c'est pour tout le monde. Quand on a un programme économique qui est bâti sur le volontarisme d'un redéploiement massif dans d'autres directions que celle, par exemple, que le nucléaire, tout ça, ça concerne tout le monde. À la fin, tout le monde devra s'y mettre. Donc le programme, il ne s'adresse pas à une catégorie, il s'adresse à tout le monde. Et moi, je fais le pari, si vous voulez, que, par exemple, des gens qui ont une situation financière plus confortable que d'autres font le choix d'être insoumis. Hein. C'est Madame Balasco qui avait eu un jour une formule que j'ai trouvée superbe. Elle avait dit « La morale, ça ne peut pas être profite et tais-toi ». Et je connais des gens qui sont insoumis. Il y a des militaires insoumis, des diplomates insoumis, il y a même des patrons insoumis.
parce que ce qui l'emporte dans leur esprit, c'est l'idée qu'ils se font de l'intérêt général. Et je suis persuadé que les gens qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas d'accord avec nous, qui sont en opposition, eux aussi ne raisonnent pas seulement d'après eux-mêmes. Mais bien sûr, il y a les pesanteurs sociologiques qui sont là. Hein. C'est pas très commode à entendre si vous êtes un des 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias de ce pays, de s'entendre dire que, un, nous allons nous empêcher et briser les monopoles médiatiques, et deux, qu'on va leur faire les poches. Donc je ne m'attends pas à ce qu'ils me disent « Ah, monsieur Mélenchon, on n'y avait pas pensé, tenez, voilà les clés du camion ». Je m'attends à ce qu'ils résistent, et je vous rassure, ils le font très bien, avec beaucoup d'énergie, médiatique notamment. Mais au-delà de ce petit noyau, le reste du pays, moi je fais le pari de l'intelligence. Bon, si quelqu'un trouve que je parle trop fort ou que j'ai des trop gros yeux et que je bouge trop les mains, je me dis, il ne va pas s'arrêter à ça. Plus vous êtes éduqué, plus vous êtes cultivé, plus vous allez aller au-delà de l'apparence. Vous êtes supposé être comme ça. Bon. Donc faisons le pari de l'intelligence. Moi, je suis persuadé que c'est le pari gagnant. Après, on convainc ou pas. Hein. Et si vous ne rejoignez pas mon raisonnement, je ne me contenterai pas de me dire « Ah ben c'est un gosse de riche, il en a rien à fiche ». Je me dis ben, « Je ne l'ai pas convaincu ». La faute de pas convaincu, elle est au pas convaincant, pas au pas convaincu. Je dis ça aussi pour le pass sanitaire. Hein. Alors justement, vous dites vouloir parler à toute la France. Le nom de votre programme s'appelle « L'avenir en commun ». Il veut dire rassembler tous les Français. Pourtant, quand on écoute vos discours, vous parlez souvent des riches, des puissants, de ceux qui se gavent. Vous les injectivez. Vous opposez terme à terme et renvoyez dos à dos les petits et les grands, riches et pauvres, patrons et salariés. Alors, nous, on se demandait si vous ne confondiez pas un discours d'un candidat à la présidence de la République qui se veut être fédérateur, rassembler tous les Français, comme vous le dites, et le discours d'un député de l'opposition qui parle à son électorat, qui est par ailleurs plutôt homogène. Je me suis mal fait comprendre. Ça arrive. Moi, je n'ai pas dit que j'allais rassembler tous les Français. Je m'adresse à tous les Français. Mais je sais très bien que je ne vais pas y arriver. Personne n'y arrivera. Celui ou celle qui sera élu, il sera élu avec un peu plus de la moitié. Donc personne ne rassemblera tout le monde. Là, ce qui compte, c'est que le discours que l'on porte, les idées que l'on propose, elles soient soutenues par le plus grand nombre possible de gens, parce qu'à la fin, elles s'appliqueront à tout le monde. Donc, l'effort politique à faire en permanence, c'est celui de la conviction, pas celui de la contrainte. Donc, alors bon, ça, c'est la réponse sérieuse. Si je vais vous faire une réponse plus piquante, je vous dirais que s'il me manque que les 500 familles qui s'empiffrent, ça ne fera pas tant que ça. Il reste quand même plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc, non, je ne retire rien de ma critique contre l'hyperaccumulation. La mondialisation, tout le monde le sait, qu'on ferait mieux d'appeler globalisation, mais la globalisation creuse les inégalités, tout le monde le sait. Et les politiques publiques devraient normalement corriger. Ici, elles font le contraire. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, les plus pauvres se sont appauvris et les plus riches se sont enrichis. Et au milieu, tous les autres ont couru de tous les côtés pour essayer d'arriver à joindre les deux bouts et de se sortir d'affaire. Voilà. Donc, ma proposition s'adresse à tout le monde. Si vous n'en voulez pas, vous allez essayer le contraire. Donc, par exemple, mettre des centrales nucléaires partout dans le pays, vous serez content parce que vous n'aimez pas les éoliennes, il paraît. Donc, vous préférez les centrales nucléaires et ça ne vous dérange pas d'en avoir une pas loin de chez vous. Vous êtes déjà plusieurs millions à vivre à moins de 100 km d'une centrale. Vous trouvez que, c'est normal qu'on s'enrichisse parce que ça va ruisseler sur les autres. Continuons. Et vous êtes dans un système qui n'est plus capable de se corriger. Là, j'en appelle à l'intelligence collective, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Normalement, un système politique doit trouver en lui-même la capacité de se corriger quand il commet des erreurs. Quand le système économique dans lequel nous vivons fait que les plus fortunés continuent à s'enrichir, et encore plus que d'habitude, dans une crise majeure comme celle que nous avons vécue, et comme celle que nous sommes en train de vivre du fait du climat, et qu'on arrive seulement au résultat de la COP26, posez-vous une question. Ce système n'est pas capable de se corriger, et par conséquent, il devient dangereux. Alors justement, nous voulions aborder une partie très importante de votre programme, la bifurcation écologique, et toutes les mutations économiques et sociales qu'elle entraînerait. Vous envisagez de sortir complètement du nucléaire d'ici à entre 2030 et 2040, à un moment même où la question de l'énergie et de son coût se pose avec particulièrement d'acuité.
tandis que l'augmentation continue des prix de l'énergie a entraîné la mise en place du bouclier tarifaire. Et notre question serait la suivante. Dans un contexte où l'énergie nucléaire est à la fois une alternative aux énergies fossiles et présente l'avantage d'être moins coûteuse que les énergies renouvelables, comment mettre en œuvre la sortie du nucléaire dans un délai aussi court que 2030 ou 2040 ? Et que feriez-vous des 220 000 emplois directs et indirects qui concernent le secteur du nucléaire ? Vous avez commencé par présenter les avantages du nucléaire. J'ai partagé cette vision des choses pendant assez longtemps, avant de m'apercevoir qu'ils étaient moins grands que je ne le croyais, mais ce n'est pas le fondamental. La vraie question, ce n'est pas comment on va faire, ni combien ça coûte, c'est est-ce qu'il faut le faire ou pas. Si le danger n'est pas celui que je crois, j'ai tort. Et ça ne sert à rien d'arrêter tout ça, parce que ça marche, et puis moyennant des corrections à la marge, par exemple, le statut du personnel qui vient nettoyer et réparer les centrales, la cascade des sous-traitants, on connaît le résultat d'avance, ça finira mal. Bon, tant que ça ne s'est pas fini mal, on peut dire, vous êtes un oiseau de mauvais augure. Bon, je me rappelle de cette discussion, par exemple, sur est-ce qu'il y aurait ou pas une deuxième vague de la Covid. J'ai été traité de médecin cubain par M. Maluret, parce que je disais, il y a une deuxième vague. Je ne l'avais pas inventé moi à Mélenchon. Je l'ai lu, j'ai discuté, on m'a expliqué, il y a une deuxième, une troisième, maintenant on a la cinquième vague. Le nucléaire, ce qui m'a convaincu, ce n'est pas ce que je croyais avant ou les objections purement théoriques. C'est qu'il y a eu Three Mile Island, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima. Donc je regarde la carte de mon pays, 58 réacteurs nucléaires, dont un qui est construit en amont de la capitale. Non, il n'y aura pas de problème, hein. Il n'y en aura pas. On est tranquille. Mais supposons qu'il y en ait un. Vous avez 12 millions de personnes à déplacer. À Fukushima, il a fallu enlever tout le monde à 40 km à la ronde. Supposez que vous ayez un problème avec la centrale de Blaye, parce que vous aurez un problème avec elle, parce que l'eau de la mer monte, et que dans cette zone, la centrale est installée dans l'estuaire de la Gironde. La centrale sera donc noyée, donc vous devrez la démonter. Maintenant, parce que la première qu'on a arrêtée n'est toujours pas démontée. Bon. Donc, moi, c'est une évaluation du risque qui fonde ma décision. Elle n'a pas d'autre origine que celle-là, le risque. Et quand on a le pompon du pompon qui est d'aller coller presque 40 réacteurs dans la vallée du Rhône, c'est-à-dire en pleine vallée chimique, ça veut dire que s'il y a un accident chimique, il devient nucléaire, et s'il y a un accident nucléaire, il devient chimique. J'estime que ce n'est pas rationnel, et que la raison commande de dire, bon, on a fait, ça nous a été utile, mais maintenant on passe à autre chose. Voilà ce que je dis. Peut-on passer à autre chose ? Oui, on peut passer à autre chose. D'ailleurs, à la fois d'avant, on est passé au nucléaire, donc on peut passer au non-nucléaire. Combien de temps il faut ? Grosse discussion. Normalement, je vais vous dire une réponse à la blague, 5 heures. Vous appuyez sur le bouton, ça s'arrête en 5 heures, une centrale, donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est combien de temps il nous faut pour être capable de rattraper cette production dans des délais raisonnables. Le scénario négawatt prévoit 2045. Il prévoyait 2035. Donc moi, jusqu'à une date récente, donc moi, dans un premier mouvement, j'ai dit, j'ai été ministre une fois, je connais les trucs de l'administration. C'est tout le monde vous dit oui, mais attendez, là, on verra, pas tout de suite. Bon, non, donc on fera ça en 2030, plus vite. Là-dessus, Négawatt dit, erreur, on a perdu 10 ans, il nous faut 10 ans de plus. Bon, 10 ans de plus. Je prends le chiffre de Négawatt pour moi, d'accord ? Parce que c'est des gens sérieux qui ont travaillé là-dessus. Mais je dis, on doit pouvoir aller plus vite. Et en particulier parce que nous avons déjà 17 centrales qui sont arrivées à plus de 40 ans. Elles ont été construites pour 40 ans. Et que plus le temps passe, plus le nombre de centrales qui a dépassé sa limite augmente. Donc plus augmente le risque. Et donc je suis pour une attitude volontariste. Est-ce qu'on pourra suivre l'énergie que j'y mets ? Oui, moi je crois que oui. Je crois que nous pouvons, d'abord en commençant à réduire la consommation d'énergie. Alors pour vous, les commerciaux, ça va être un problème. Hein ? Vous allez trouver la solution. Moi, je ne la connais pas, c'est vous qui la connaissez, c'est votre métier. Mais on ne va pas pouvoir continuer à éclairer les villes la nuit, des pancartes immenses de tous les côtés. Ça ne va plus être possible. Donc il va falloir trouver d'autres modes d'expression. Vous trouverez. Ce n'est pas le plus grave, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est comment on va, en temps record, faire des
dizaines de milliers, centaines de milliers d'habitations qui sont des passoires thermiques, les calfeutrer et les rendre normales. Comment on va faire monter la puissance électrique renouvelable? Je pense, moi je suis un fanat de l'éolien offshore, c'est-à-dire en mer. Je suis très branché sur les hydroliennes, qui ne sont pas qu'en mer, qui sont dans toutes les rivières de France, qu'on peut mettre. Il y en avait 100 000. À l'époque, ça s'appelait moulin. Hein. Bon, maintenant, on appelle ça hydrolienne. Et puis, il y a l'énergie immense, 300 fois ce dont on a besoin, qui est celle de la mer, de ces mouvements mécaniques et qui dureront aussi longtemps qu'il y a la Lune. Donc, je sais qu'on peut faire vite, faire beaucoup. Le pays l'a déjà fait quand il a été en guerre. En quelques mois, toute l'économie a tourné pour produire ce dont on avait besoin. Donc, nous sommes capables aujourd'hui de mobiliser les intelligences, parce qu'il y a déjà plein de choses qui sont au point. Je vous donne un exemple tout bête. La climatisation en utilisant le froid et le chaud du fond de la mer et du dessus. Ça existe en Polynésie française. On sait le faire. On sait faire plein de choses. Les machines qui font de l'électricité à partir des mouvements de la houle. On sait le faire. Donc vous allez le faire. Et vous allez le faire parce qu'il n'y a pas le choix. Dans mon raisonnement. Si vous pensez qu'il y a le choix, ben très bien, tout va bien pour vous. Hein. Et puis après, ben laissez votre numéro de téléphone parce que s'il y a un problème, moi je vais pouvoir téléphoner aux gens qui nous ont mis dans cette mouise le sourire aux lèvres. On sait que le risque zéro n'existe pas, mais donc on vous a aussi posé la question des emplois. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Alors, non, mais je vais y répondre tout de suite. Commençons. Il faut assumer le coût que ça représente. Qui assume le coût? 220 000 personnes doivent avoir leur paye garantie jusqu'à la retraite. Et être par l'État? Oui. Ben, on assume, hein, ça coûte. Ça coûte moins cher. Écoutez, je vais vous dire, si vous avez 220 000 pingouins à qui vous donnez une paye, ils vont aller la craquer, la dépenser. Donc pour vous, c'est une bonne affaire. Vous êtes là pour ça, pour leur suggérer des pistes de dépenses. Bon, comprenez que ce n'est pas une charge. Mais il faut assumer. Vous ne pouvez pas dire aux gens, écoutez, on va fermer la centrale, puis vous, faites ce que vous pouvez. Ce n'est pas acceptable. La société ne peut pas l'accepter. Donc mon intérêt, c'est que les 220 000 personnes soient garanties, que les communes soient garanties dans leurs revenus, et à moi de trouver, comme organisateur et comme stratège, à quoi je peux les employer. Parce qu'ils ont un savoir-faire et une qualification qui est de très haut niveau. Donc déjà, qui va démonter les centrales? Je crains bien que ce soit eux, puisque c'est eux qui savent les faire marcher et qui seraient la main-d'œuvre la plus adaptée et la plus sachante. Donc je ne me fais pas trop de soucis sur la manière de réinsérer tout le monde. Ce qui serait stupide, c'est de dire « nous allons tout fermer, on ne dit pas ce qu'on va faire ». Ça vous donne du Fessenheim, les gens sont morts de peur en se disant « mais nous, qu'est-ce qu'on devient? Vous êtes bien sympa avec vos idées, mais nous, on vous a fait confiance, on est venu là, on s'est embauché, on a passé notre vie là-dedans ». Donc je donne cette garantie et je suis sûr de pouvoir réoccuper tout le monde à quelque chose d'utile pour la société jusqu'à l'âge de la retraite. Mais je vous demande de calculer l'inverse, c'est-à-dire combien ça va vous coûter le grand carénage, 150 milliards. Le président de la République dit qu'il veut installer 6 EPR de plus. Le dernier qu'on a fait, il a 10 ans de retard, il ne marche toujours pas, et il a coûté 3 fois plus cher que prévu. Vous allez faire 6 fois ça, vous plaisantez, ça va vous coûter un bras, même 2. Je prends l'exemple des EPR, et j'ai rien dit des petites centrales qu'on mettrait partout. Et puis comment on va démonter tout ça? Ça représente de l'argent. Ensuite, qu'est-ce que vous faites pour le stockage? Parce qu'aller à Bure, essayez de leur expliquer que vous allez en mettre davantage, c'est impossible. Où est la recherche fondamentale qui s'occupe du refroidissement, hein? Où elle en est? Zéro. Pas une équipe qui travaille dans ce pays sur ce sujet. Et c'est de la recherche fondamentale, hein? Savoir comment on va ralentir un rayonnement radioactif. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a plein de pistes. Le plus grave, c'est pas, ces problèmes-là ne sont pas les plus graves. Le plus grave, c'est est-ce qu'il faut le faire ou pas? S'il faut le faire, alors on le fait. Et on le fait bien et jusqu'au bout. S'il ne faut pas le faire, alors oui, il faut m'arrêter tout de suite. Il faut dire, écoutez, bon, non, ce que vous dites... mais vous avez dit vous-même, sagement, le risque zéro n'existe pas. Et si c'était que 0,1, on dirait, bon, on serre les fesses et puis on va passer outre. Mais c'est que c'est plus important. Pour que vous en soyez au moment où tous les responsables de l'énergie nucléaire, avec sérieux, et il faut leur reconnaître cette honnêteté intellectuelle, on dit, le risque zéro, ça n'existe pas, et en plus, le risque, ça existe. Tout à l'heure, vous nous parliez de réduction d'énergie, on va devoir arrêter d'éclairer les villes, par exemple. Dans votre programme, l'Avenir en commun, cette réduction d'énergie, vous l'assimilez à votre règle verte dans la bifurcation écologique, c'est-à-dire le fait de ne plus prendre à la nature davantage que ce qu'elle est capable de reconstituer. Alors nous, on se demandait comment appliquer votre règle verte sans décroissance économique.
D'abord, la règle verte, un mot sur elle. Nous cherchions un mot qui soit, qui prenne pas 2 heures pour dire il faut réduire, mais augmenter, mais machin, ça. Bon, une règle simple. C'est un défi technique terrible. Hein. Honnêtement, je ne sais pas comment on l'applique dans des tas de cas. Comment on arrive à évaluer quelle est la prédation qu'on exerce sur la nature et quelles limites on va y mettre. Mais c'est un stimuli intellectuel extrêmement fort. Ne doutez pas de la volonté et la malice des ingénieurs, des architectes. Ces gens adorent les problèmes compliqués. Donc, en voilà. Comment on fait pour évaluer la part qu'on prend à la nature. Vous avez parlé de bifurcation, c'est le mot que j'utilise plutôt que transition. Transition, c'est un truc pour faire gentil. On dit oui, ça va se passer tranquillement, vous allez voir, on va passer d'une chose. C'est pas vrai, c'est impossible. Une transition douce n'existe pas, on est obligé de bifurquer à un moment donné, vous arrêtez un truc, vous démarrez un autre. Bon, on a arrêté certaines machines à vapeur pour mettre des machines électriques et ça marche mieux. On va arrêter les moteurs à explosion pour mettre des moteurs électriques, d'abord parce que le rendement mécanique sera 10 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il y a des sauts comme ça, techniques, qui se font. Alors, c'était quoi déjà le point de départ de la question ? C'était comment on fait sans décroissance économique. Ah oui, voilà. La décroissance, le mot, il faut le ramener à son auteur, Paul Ariès. Et Paul Ariès utilise ça, et puis un jour je lui dis, mais tu n'aurais pas pu trouver autre chose, parce que c'est quand même pas simple à expliquer. On dit on va faire de la décroissance, mais c'est pas vrai, parce qu'on va faire croître certaines activités et décroître d'autres. Et Paul Ariès m'a répondu franchement, c'est un mot au but, c'est fait pour provoquer. Alors d'ailleurs ça m'a servi, parce que je me suis dit, c'est pas mal ça trouverait. Moi, au lieu de parler de gestion prévisionnelle, j'ai dit on va faire la planification écologique. Alors vous aviez aussitôt toutes sortes de gens, waouh, voilà le communisme, le Gosplan et tout ça, ce qui montrait d'une part qu'ils s'énervent pour peu, et deuxièmement qu'ils connaissent rien à l'histoire économique, parce que la planification, c'est pas les communistes qui l'ont inventée, c'est le monde capitaliste. Donc, j'ai utilisé la même méthode. La décroissance, vous avez raison de dire que des activités devront décroître, c'est absolument certain. Mais moi, je fais le pari qui est un peu osé, tous mes amis ne sont pas d'accord avec moi. J'appartiens à la branche prométhéenne de l'écologie politique, c'est-à-dire je crois à la science, à la technique, comme réponse à une partie des problèmes que nous avons dans la science et du fait des sciences et des techniques utilisées d'une manière plutôt que d'une autre. Bon, je ne sais pas, je pourrais donner je ne sais combien d'exemples de ça. On pourrait dire, par exemple, pour le transport, on va tout passer sur le fret. Bon, si vous passez tout sur le fret, ça en fait des kilomètres de rails de plus, pas toujours, mais des kilomètres de rails de plus les machines, plus ceci, plus cela. Bon, donc ça, c'est de la croissance, on ne peut pas dire le contraire. Il va falloir qu'on apprenne à avoir des indicateurs plus performants que ceux qu'on a. Parce que, comme vous le savez aussi bien que moi, le PIB, c'est quand même une vaste rigolade. Vous creusez un trou, c'est dans le PIB, vous le rebouchez, c'est à nouveau dans le PIB. Qu'est-ce que vous avez créé ? Rien. Mais c'est dans le PIB. Donc, nous avons donc besoin d'autres indicateurs. Je le répète souvent parce que, si vous voulez, l'action publique, elle a besoin d'indicateurs. Et c'est ces indicateurs qui vont commander l'action publique. On vous a saoulé avec les 3% de déficit et l'interdiction de dépasser 60% de dette. Bon, tout le monde était là, 60% de dette, pas moi, hein, mais 60% de dette, 3% de déficit, tout ça n'avait aucune valeur scientifique. La preuve, c'est que maintenant, on est à 120%. Normalement, on devrait avoir commencé l'hiver nucléaire, et il ne s'est rien passé. Et le déficit est à 9%. Donc, il faut apprendre le contenu social, économique, écologique des chiffres qu'on donne. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, oui, il y aura de la croissance de certaines activités. D'autres vont décroître. J'ai parlé tout à l'heure des hydroliennes, il faut bien les fabriquer. Hein. Bon, c'est du métal. Ça ne fait pas que du bien à la santé de fabriquer du métal. Donc, il va falloir trouver, on l'a, la méthode, pour produire des aciers spéciaux fins à des conditions écologiques meilleures que celles qu'on fait aujourd'hui. Moi, je suis un fan des ballons dirigeables. Ouais. Il y a une boîte française qui en fabrique, qui font... le premier, il fait 200 mètres de long. Bientôt, on va être sur 400 mètres de long. Et ça apparaît comme la solution de transport soft pour des très grosses charges. Par exemple, quand il faut aller les chercher en zone forestière, c'est le cas de la Guyane française, ou ça pourrait être un mode de transport d'un tas de choses. Ça va, il faut les fabriquer. Mais le résultat à la fin sera écologiquement plus soutenable que si nous continuons à développer le tout camion. Voilà. Vous voulez être le président des classes populaires, par opposition au président Macron, que vous appelez le président des riches. Oui. En quoi seriez-vous véritablement... Ça lui colle à la peau.
C'est comme l'autre capitaine de pédalo. À chaque fois, je trouve une étiquette comme ça, et le gars, il ne peut plus s'en débarrasser. C'est comme le scotch du capitaine Haddock. En quoi seriez-vous véritablement le président des classes populaires en appliquant un programme dans lequel le patriotisme écologique, puisque vous voulez relocaliser les industries, taxer fortement les importations à fort coût écologique. Donc comment être ce président des classes populaires avec un programme qui entraînerait indubitablement une hausse généralisée des prix et donc une baisse du pouvoir d'achat des Français? Eh ben, on augmentera les salaires. Mais je suis sérieux. Qu'est-ce que l'économie? C'est pas compliqué à comprendre l'économie. C'est comme une espèce de gros chauffage central. De temps à autre, alors vous avez une masse d'eau, on la chauffe, elle circule, puis elle s'arrête dans les radiateurs, elle ne s'arrête pas, elle passe. Bon, l'économie, c'est pareil, c'est une circulation, un flux et des stocks, mais c'est un flux. Essentiellement de richesses qui passent de l'un à l'autre. Richesse, on appelle ça richesse, bon, on confond la masse monétaire et puis les autres richesses, mais disons, bon, voilà, on va dire de l'argent, mais par simplification, hein, sans prendre trop au pied de la lettre l'expression. Donc, moi, je soutiens la thèse que le moteur de l'économie est la consommation populaire. 53% pour notre pays. Donc, distribuons du pouvoir d'achat, nous avons de la consommation, on discutera du contenu de la consommation une autre fois, et puis la machine se met à tourner. Même si ça commence dans le commerce, parce qu'on va acheter, ça fait des revenus, donc ça fait des gens qui vont emprunter, construire, et donc créer de la richesse. Ça, c'est un parti pris. Voilà. Donc, c'est la politique gouvernée selon les besoins. Je rappelle ça pour qu'on comprenne comment je traite la question que vous soulevez. Les choses vont coûter plus cher, mais pardon, mais elles coûtent déjà plus cher. C'est juste que vous vous attribuez gratuitement la nature saccagée là où ça a été produit, que vous attribuez gratuitement la santé des gens détruits par le travail et payés avec des lance-pierres. Mais ça coûte cher. Il n'y a rien qui coûte pas cher. C'est une illusion d'optique, pas cher. C'est juste un rapport de force. C'est le pays qui ne peut pas se défendre et qui laisse saccager, alors ça coûte pas cher. Les gens qu'on peut tondre jusqu'à la peau, alors ça coûte pas cher. Donc ça coûte cher. Il s'agit de ramener ces coûts à un endroit où on va se comporter d'une autre manière, et avec les travailleurs et avec la nature. Mais alors, comment va-t-on faire? On va répartir la richesse différemment. Comment le pouvoir d'achat des Français a-t-il progressé dans la période cruciale dite des 30 Glorieuses, qui, soit dit par parenthèse, n'était pas si glorieuse que ça pour tout le monde? Comment? Eh bien, ça s'est passé de manière très simple. C'est les paysans qui ont payé. Pourquoi? Parce que l'alimentation représentait 20% du budget d'une famille. On a remembré, réorganisé, industrialisé, chimiquisé, je ne sais pas si le mot existe, je le crée, l'agriculture, et pouf, on a fait tomber les coûts à des niveaux de 9%. Donc ça faisait 11 points de gagné de pouvoir d'achat sur le dos des paysans. Et à chaque fois que le pouvoir d'achat a été amélioré, ce n'est pas par une meilleure répartition entre capital et travail de la richesse produite, puisqu'elle reste stable pendant des décennies. 60, 40, 70, 30, maintenant on est sur 70-30. Hein, c'est-à-dire 70 pour le travail, 30 pour le capital. Mais comme il ne s'agit pas des mêmes masses, ça ne fait pas la même somme pour chacun. Sauf si vous croyez à la théorie du ruissellement, dont il a été démontré qu'elle ne fonctionne pas, vous êtes obligé d'avoir d'autres moteurs. Voilà comment je réponds. Les salaires seront augmentés, ce qui veut dire que le partage sera fait différemment. Et vous ne pouvez pas faire autrement, parce que si vous racontez que vous voulez du bio pour vos enfants, parce que vous allez en avoir, si vous voulez qu'à la cantine ou à la restauration collective ce soit du bio, eh bien vous devez répondre à la question, qui c'est qui va le faire? Parce que ce n'est pas vous qui allez le faire, vous faites autre chose, heureusement. Hein, mais qui va le faire? Pour le faire, il nous faut 300 000 paysans de plus. Qui va être paysan? Si ce n'est pas pour être payé correctement, si ce n'est pas pour avoir une vie digne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un paysan tous les 2 jours. Ça n'a pas l'air d'émouvoir grand monde. Mais pourtant, c'est une réalité. Donc, vous voyez bien que c'est la transformation de la vie des gens qui permet la production dont on va avoir besoin. Vous n'y couperez pas. Vous ne pourrez pas faire autrement. Parce que vous n'aurez pas tout le temps, bien sûr, vous pouvez compter sur le nombre. Nous sommes 7 milliards. Nous serons bientôt 10 milliards. Après, on peut penser qu'on va redescendre. Je suis né dans un monde où il y avait 2 milliards d'individus. Chaque fois que la population double, la civilisation humaine fait un saut dans des techniques nouvelles. Mais tout ça a une limite. La terre que vous cultivez est en voie d'appauvrissement du fait des quantités de pesticides qu'on a débarquées là-dedans. La fertilité réduit. Donc il va falloir se porter en avant d'une reconstruction de la nature en même temps que d'une reconstruction des rapports sociaux. Et ce seront donc des rapports sociaux d'une plus grande égalité dans le partage. Mais si on veut faire autrement, assumez
Pardon, mais je demande qu'on assume. Moi, j'assume. Alors, on sera tous moins riches. Ah, pas les moins riches de maintenant, parce que ceux-là, ils seront plus riches. Mais d'autres seront moins riches. J'assume. Ça ne va pas leur faire plaisir. J'assume. Ils ne sont pas contents. Tant pis pour eux. Voilà. Mais vous, assumez que vous allez continuer dans une société comme celle dans laquelle nous vivons, que vous allez pouvoir passer de 8 millions de personnes à l'aide alimentaire à 10 millions, que vous allez pouvoir passer de 12 millions de gens qui ont froid l'hiver à 14 ou à 15 ou à 16 millions. C'est possible, les amis, je veux vous rassurer. Ça existe, il y a des sociétés comme ça. Mais ce n'est pas celle dont on veut. Et je crois que vous non plus, vous ne voulez pas de ça. J'en suis persuadé. Donc, si vous ne voulez pas, alors donnez-vous les moyens de faire autrement. Mais tournez pas autour du pot en disant on va réussir à rendre tout le monde content en même temps. Ceux qui profitent à mort de ce système et ceux qui en pâtissent à mort. Sauf qu'en augmentant les salaires et donc en augmentant le coût de la production pour les entreprises, est-ce qu'on ne s'expose pas à une nouvelle vague de délocalisation ? À quoi ? À une nouvelle vague de délocalisation. Oui, bien sûr. Par conséquent, le mieux serait que les salariés français acceptent tout de suite d'être payés avec une biscotte beurrée, parce que c'est déjà beaucoup et c'est bien généreux. Les salariés peut-être, mais les patrons. Pardon ? Les patrons, ils n'accepteront pas. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'il n'y aura plus besoin en France de tout ce dont on a besoin pour vivre ? Il y en aura besoin. Donc il y aura toujours des gens pour produire. Nous avons la main-d'œuvre. Et nous avons une arme qui s'appelle le protectionnisme. Raisonné, solidaire, écologique, comme vous voulez, mais qui permet de bloquer les productions qui viennent en compétition avec celles que nous sommes capables de faire. Tous les matins, tout le monde continuera à se lever et avoir besoin de préparer le petit déjeuner. Tous les jours, vous aurez besoin de vous déplacer. L'économie consiste à répondre à ces besoins. J'ai dit tout à l'heure, gouverner par les besoins. Alors, augmenter les prix de production n'assèche pas votre marché, ça dépend de ce que vous produisez, comment c'est fait. Quelle capacité contient l'objet que vous produisez, mais on ne peut pas continuer comme ça. Le pays est en train de se vider de son sang. Et ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas moi qui dirige le pays. Et on a perdu des millions d'emplois. Alors c'est la faute à qui ? Pourquoi c'est à moi qu'on vient demander des comptes au moment où je fais une proposition alternative ? Vous avez raison de dire que le risque existe, évidemment. Évidemment que le risque existe. Mais si nous prenons les moyens, comment croyez-vous que je vais m'y prendre ? Je ne vais pas dire du jour au lendemain, tout est protégé dans toutes les productions, parce que nous ne savons pas le faire. Il y a des choses qui vous coûteront plus cher, ben vous ne les achèterez pas. Et voilà. Et ça va vous priver de quoi, s'il vous plaît ? De quoi ? De manger ? Ah ben tiens, pourquoi ? Parce qu'on ne produit pas les produits dont on a besoin. Donc je dis aux gens, on doit rétablir notre souveraineté alimentaire. Je ne suis pas d'accord pour vous continuer à produire du maïs pour élever les poules chinoises. Parce que j'aime bien les poules chinoises aussi, j'ai toute sympathie avec elles, mais ce n'est pas mon sujet. Je veux dire que la réorganisation de la production vous protège, vous enjoint de vous protéger et protège votre production elle-même. Voilà. Je fais ce pari-là. Peut-être que j'ai tort, mais je ne crois pas. Parce que je m'aperçois que chaque fois que les productions françaises montent en gamme, elles s'exportent quel que soit leur prix. Les voitures allemandes coûtent plus cher que les autres voitures, pourtant elles se vendent. Donc la question qui nous est posée, c'est globalement dans notre économie, ce que nous produisons, et pendant longtemps nous avons été une économie qui produisait des gammes intermédiaires de bon niveau, avec quelques produits extrêmement avancés. Eh bien, on en a conclu qu'il fallait avancer dans tous les produits. Et moi, je suis persuadé que nous sommes capables de le faire, d'avancer dans toutes les directions, en même temps qu'on fait ce que je dis. Mais ne me dites pas que passer le SMIC à 1 400 € va ruiner l'économie française, parce que ce n'est pas vrai. Vous le savez aussi bien que moi, ça ne ruinera personne. Sur le même sujet, vous souhaitez également ouvrir le débat de la semaine de 4 jours et de 32 heures. Alors, nous, je pense qu'on peut tous comprendre l'intérêt de cette proposition au niveau du plaisir personnel par rapport au temps de travail. Cependant, on revient toujours au même problème. Au niveau microéconomique, comment une entreprise peut espérer un même résultat à la fin de son année avec un coût du travail par heure plus cher, notamment par l'utilisation moins forte de contrats précaires, comme vous souhaitez l'instaurer, sans augmentation drastique de la productivité dans l'immédiat. On a souvent parlé de l'intelligence artificielle, la productivité se fait attendre. Le Parti communiste, sur ce point-là, propose de baisser les charges patronales. Et vous ? Non, les baisses d'abord, ce n'est pas des charges, c'est des cotisations. Non, ce n'est pas la bonne méthode. D'abord, commençons par réfléchir sur la production elle-même. Il a fallu, en un siècle, le temps de travail a été divisé par 2. Et la production, la richesse produite, encore une fois, je mets des guillemets à richesse parce qu'il y a des choses là-dedans, on se demande à quoi
ça nous enrichit, a été multiplié par 50. Donc, vous avez une contraction du temps de travail, une augmentation de la richesse produite. Comment vous ajustez les deux? Alors, soit en partageant le temps de travail, c'est-à-dire travailler moins pour travailler tous, soit vous dites, il y en a, ils ne travaillent pas, et les autres, oui. Mais ceux qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, comme on ne peut pas les jeter à la mer, ni les convaincre d'aller se pendre tout de suite, on est bien obligé de faire avec. Donc, on a la responsabilité de cette masse de personnes. Il faut, elles aussi, qu'elles vivent, qu'elles se logent, qu'elles se nourrissent, etc. Donc, on n'a rien réglé en fabriquant une armée de réserve de 6 millions de personnes qui sont au chômage dans ce pays. Si nous réduisons le temps de travail, c'est la lutte historique du mouvement socialiste, depuis qu'il existe. Socialiste, communiste, anarchiste, enfin bref, toutes les variétés de catastrophes que vous craignez. Eh bien, c'est la lutte historique pour diminuer le temps de travail dans la journée, dans la semaine et dans la vie avec l'âge de la retraite. Donc moi, je suis pour la retraite. Je n'ai pas fini de charger la mule. La retraite à 60 ans, avec 40 annuités, et la réduction du temps de travail, le retour aux 35 heures. Et on ouvre la discussion sur 32 parce qu'un syndicat ou deux s'en réclament, et puis parce que dans d'autres pays, ça a été tenté, et ceux qui l'ont mis en place disent ça se passe bien pour nous. Et en effet, ils ont compensé par des hausses de productivité ce qu'ils perdaient en temps de production. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait, mais vous avez raison de mentionner le fait que de nouveaux progrès techniques le rendraient possible. Je voudrais rappeler que les machines, au point de départ, c'était pour alléger la peine de l'être humain. Peut-être qu'on pourra en revenir à cette vision des choses et se dire que le travail n'est pas le but ultime, la production sans limite et sans fin n'est pas le but ultime des sociétés humaines. Bon, alors après, vous me dites, c'est pas bien pour un gars qui est dans le commerce, vous me dites pour le plaisir personnel, c'est que le plaisir personnel, autrefois, c'était gratuit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Alors, plaisir personnel, du tourisme, c'est vous que ça fait travailler. Donc, ce qui n'est plus travaillé, nous ne confondons pas le travail salarié et le travail en général. Tout le monde travaille, tout le temps. Le travail domestique gratuit, le travail ceci, le travail cela, le travail bénévole. Et puis, ne nous disons pas que le temps libre est un temps inerte économiquement pour ceux pour qui seule la gesticulation et l'activité permanente représentent un idéal humain. Mais non, c'est tout le temps, tout le monde est en mouvement. Si vous êtes en temps libre, vous allez avoir des consommations liées au temps libre. Donc vous allez vouloir les payer, donc vous allez les acheter, donc vous allez faire travailler des gens ici ou là. Il n'y a pas d'espace creux dans l'économie d'un pays. Il n'y a pas d'endroit où ça s'arrête. Ça tourne tout le temps. Donc je ne me fais pas de soucis, sauf pour dire, en effet, 32 heures, faut voir comment ça fonctionne. Déjà, on n'est pas aux 35 heures. Parce que pour qu'on soit aux 35 heures, alors c'est la durée légale du travail. Bon, 35 heures, et ça ne veut rien dire. Ça veut dire, si vous connaissez le prix de la 36e heure. Si la 36e heure vous coûte 2% de plus que la 35e, c'est comme si ça n'existait pas. Or, depuis que le Code du travail a été bouleversé, et mis à l'envers, on peut maintenant, la 36e heure, elle est à 10% de plus cher. C'est rien du tout. Donc il faut en revenir à un coût qui soit dissuasif. J'assume que c'est fait pour ça. Pour être dissuasif, pour plutôt embaucher des gens et plutôt mettre en place des machines que de faire travailler les gens les uns jusqu'à ce qu'ils s'épuisent et meurent à la tâche et les autres rien du tout. Et je parle sérieusement en parlant de gens qui s'épuisent et qui meurent à la tâche parce que je voudrais rappeler qu'ils meurent tous les gens, 1200 personnes des maladies professionnelles et sur le lieu de travail 565. Donc c'est aussi des réalités qui ne figurent jamais dans aucun tableau et qui, à mon avis, ont une grande importance parce qu'ils nous signalent qu'on atteint des limites dans tout un tas de domaines. Donc là où on a beaucoup recouru à la main-d'œuvre, si possible la moins chère possible, en la faisant venir de l'autre bout du monde, il est temps de mettre des machines. Et les machines ne remplaceront pas tous les êtres humains, mais une partie d'entre eux. Et tant mieux. Tant mieux. Si c'est du temps libre, si c'est du temps occupable, tranquillement. S'il y a du revenu, s'il y a une bonne retraite, s'il y a une bonne indemnisation de l'inactivité, voilà. C'est pas si compliqué que ça. Alors sur une note plus informelle, on va vous proposer de jouer à notre traditionnel jeu des mardis. On va vous poser des questions de toutes sortes et vous allez devoir répondre honnêtement. Alors, première question. On n'a pas fait les institutions encore. Non, c'est après, ça arrive. Bon, d'accord. Première question, préfériez-vous être le ministre de Yannick Jadot ou Anne Hidalgo?
J'ai envie de vous dire, ça dépend pourquoi faire, mais ce sont des personnes respectables. Il me semble que Mme Hidalgo n'a pas les idées très claires sur ce qu'il faut faire. Donc je préférerais être le ministre de quelqu'un avec qui, au moins, il a dit qu'il avait rallié la planification écologique. Je pourrais m'occuper de ça dans son gouvernement. Pourquoi pas? Très bien. Deuxième question, votre saga préférée? Star Wars, une inspiration pour vos hologrammes. Hunger Games, avec une ressemblance troublante à votre campagne. 10% que les instituts de sondage aiment vous attribuer. La Casa de Papel, pour votre goût pour la subversion et la haine du capitalisme. La Casa de Papel, ça me paraît assez évident. Et ça m'a bien fait marrer. Vous savez, la Casa de Papel porte les masques d'Anonymous. Et comme je faisais je suis l'auteur d'une théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne, donc j'ai expliqué ce qu'étaient les révolutions citoyennes, et j'explique pourquoi dorénavant toutes les révolutions sont l'acteur et le peuple, et la revendication est citoyenne. C'est une revendication de contrôle en général. Et alors je dis, voilà, dans tous les pays du monde, il y a des caractéristiques, les gens prennent le drapeau national, puis ils disent nous sommes le peuple. Et puis, je ne vais pas vous saouler et vous faire la conférence, et je dis, et dans ces trucs, on voit des gilets jaunes et des masques d'Anonymous. Et je me rappelle d'une émission à laquelle je participe, et le journaliste me dit, mais où vous avez vu ça, vous? Je lui dis là, c'est lui, il passait derrière une photo, et derrière, il y avait quelqu'un avec le masque. Alors, la Casa de Papel était vachement bien faite, et ça donnait une vision non violente de l'action anticapitaliste. Hein? Alors au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'il y avait un problème et ils ont fait comme pour Le Parrain. Vous savez, Le Parrain, la série Le Parrain, on a découvert au bout d'un moment que les mafieux eux-mêmes faisaient partie du comité qui finançait le film. Alors ça avait rendu sympathique les mafieux, qui sont des personnages odieux à tous les points de vue. Hein. Eh bien, l'affaire a mal tourné. Ils ont fait les derniers épisodes du Parrain. C'est horrible, il perd tout, sa fille, ses gosses, son machin, c'est une vie d'enfer. Eh bien, la Casa de Papel, c'est pareil. Jusqu'à X épisodes, tout était cool, suave, et se déroulait bien. Et puis la fin, c'est l'horreur, on se tire dessus, il y a des morts, c'est affreux. Je pense qu'ils ont fait une fin pour dissuader les gens de faire des Casa de Papel dans votre genre. Surtout les gens comme vous, c'est ceux qui craignent le plus. C'est ceux qui sont leur première ligne, qui changent de camp. Ils ont de l'humour, hein, ils ne réagissent pas. Votre première action en tant que président de la République, supprimer la retraite du président pour rester à vie dans le paysage politique, fermer toutes les écoles de commerce, machines reproductrices du capitalisme financier, un TikTok dans l'Élysée. Redites-moi voir ça. Un TikTok dans l'Élysée, fermer toutes les écoles de commerce, machines reproductrices du capitalisme financier. Mais c'est vous qui l'avez dit, hein. On est d'accord. Supprimer la retraite du président pour rester à vie dans le paysage politique. La retraite du président, j'en ai pas besoin. Hein. Normalement, j'en ai déjà une. Quand j'arrêterai ce mandat, j'aurai une retraite. Donc, non, j'en ai pas besoin. Donc, c'est très facile pour moi de choisir la solution numéro 1, vu que ça ne me coûtera rien. Après, oui, ça me rendra très populaire auprès d'un tas de démagogues qui pensent que tout homme politique est un bandit, quoi. Qu'est-ce qui se dit, là? Non, ça ne nous concerne pas, nous. Voilà, donc c'est la retraite. Et enfin, pour vous, la Ve République, c'est surcoté, une dictature ou vous? Recommencer. La Ve République, c'est surcoté, une dictature, vous? Une dictature, non. Il faut peser ses mots. J'ai eu l'occasion de m'affronter ailleurs à des dictatures, j'ai une idée de ce que c'est. Ce n'est pas tout à fait une démocratie dans laquelle nous vivons, parce que, comme vous le savez sans doute, vous n'avez pas une autre photo de moi à mettre? Non, mais je suis gâté. Moi, j'ai les amygdales les plus célèbres de France, parce que j'ai toujours la bouche ouverte dans les photos. Ce n'est pas une dictature, même si nous ne sommes plus classés dans les 23 pays démocratiques. Nous sommes une démocratie insatisfaisante, et pour cause, depuis que c'est le Conseil de défense qui nous gère. On n'est pas une dictature, néanmoins. Il y a un pli autoritaire qui a été pris. Surcoté, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est un régime qui est pas adapté à l'ère moderne, qui prévoit des pouvoirs absolument considérables à un seul type, et ça rend fou qui que ce soit. Vous suivez l'actualité. Bon, eh ben, le président de la République a déclaré que la France était prête à garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je ne sais pas, je pensais que ça valait peut-être la peine qu'on en parle au moins 5 minutes, hein, avant de faire la guerre avec les Russes. Alors, ça tombe bien, la dépêche de l'AFP, traduite en anglais, dit ça, et la dépêche en français dit qu'on se dirige vers une solution. Donc, vous pouvez dormir tranquille. Moi, je ne dors pas tranquille avec un gars qui est capable de dire ça. Comme il a été capable de dire je reviens le 1er septembre, et vous autres, les Libanais, mettez-vous d'accord. Bon, je trouve que les pouvoirs tellement excessifs qui sont donnés à quelqu'un nous mettent collectivement en danger. En plus, tout à l'heure, on va parler des institutions. Donc, je trouve que voilà. Bon, après, moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Moi, je viens pour fermer la boutique. Donc, si je suis élu président, il y aura une constituante, il y aura une nouvelle constitution, et le jour où il y aura une nouvelle constitution, quel que soit le point où je serai parvenu du mandat, je démissionnerai pour que la nouvelle constitution s'applique. Voilà, c'est assez simple. Alors, je sais vraiment... Oh, la belle photo. Alors justement, vous voulez fermer la boutique. Vous voulez fermer... Et c'est vraiment comme ça que vous me voyez? Moi qui me prenais pour un intellectuel spécialisé dans la poésie du XVIe siècle, alors là c'est plus sympa là. Pas bien rasé mais sympa. C'est déjà ça. Oh, là c'était pas jour de fête, hein, j'aime mieux vous le dire. Là j'ai été condamné pour rébellion. J'ai pris 8 000 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis. Pardon, excusez-moi. Mais je commente les photos. Mettez l'autre avant, elle était mieux. Allez-y. Vous qualifiez notre régime de monarchie présidentielle. Pour en sortir, vous voulez une 6e république qui consisterait en un régime parlementaire où le pouvoir du président et de tous les élus de la nation serait largement entaillé au profit de celui du peuple. Après 1 an et demi, quasiment 2, de crise sanitaire et l'urgence dans la prise de décision qu'elle a nécessité, ne pourrait-on pas penser au contraire la nécessité d'un pouvoir présidentiel fort, comme l'est justement le pouvoir présidentiel sous notre 5e République? C'est une affaire d'évaluation. Moi, je ne le crois pas. Alors, j'appelle ça une monarchie présidentielle parce que les pouvoirs, je suis sûr que jamais je retrouve ma fiche, parce qu'il y a toute une liste, c'est impressionnant, c'est fait pour ça. Tant pis pour moi et ma fiche. Non, peut-être que je l'ai. Mais les pouvoirs du président, dans la Constitution de la Ve République, sont à l'image des circonstances dans lesquelles la Ve République elle-même est née. Nous étions dans une crise terrible de la décolonisation, et il s'agissait de décider l'indépendance de l'Algérie, notamment, c'est-à-dire la sécession de 13 départements français. Et donc, c'était une situation de crise totale. Et les Français ont fait le choix d'une constitution qui concentrait les pouvoirs davantage sur le président de la République et lui donnait la capacité d'intervenir. Vous voyez, je suis cool, je présente ça, pas tout à fait avec les mots qui étaient ceux de mes prédécesseurs à l'époque à gauche, hein, qui voyaient ni plus ni moins que les prémices d'une dictature. Et la vérité, c'est qu'on peut créer une dictature sur la base de la Ve République. Bon, nous avons eu des présidents de la République qui n'ont pas été tentés par ça, mais qui ont rarement renoncé aux innombrables pouvoirs que leur donne cette Constitution. Imaginez-vous la France de 58, c'est une France rurale, elle est maintenant citadine, 10% des femmes travaillaient, maintenant c'est 85%, etc., etc., etc. 80% d'une classe d'âge au bac, nous y sommes dans l'enseignement général, pas encore dans l'enseignement professionnel. Le niveau s'est élevé de toutes les manières possibles de compréhension et du reste. Et puis, le peuple lui-même s'est transformé. En 1950, il y avait un Français sur 10 qui avait un ancêtre étranger. Aujourd'hui, c'est le cas de 1 sur 4. Donc le peuple français a changé de toutes les manières possibles et imaginables. Et donc, nous avons besoin à intervalles réguliers de moments où nous nous refondons. Nous disons quels sont les droits qu'on se reconnaît respectivement. Et c'est à ça que sert une constituante et une constitution. C'est pourquoi déjà je ne suis pas partisan d'un système où j'arriverai moi avec ma constitution sous le bras et je dirais voilà oui ou non, comme l'a fait De Gaulle après le comité de Bray, ou comme d'autres disent qu'ils veulent le faire dans cette campagne présidentielle. Il y a des candidats qui parlent aussi
de 6e République et qui en parle avec les termes que je viens de dire et dit « j'amènerai mes réformes ». Donc moi, je ne peux pas vous dire si ce qui sortira de la Constituante sera plus présidentialiste que parlementaire. Moi, je suis un homme d'Assemblée, je suis pour le régime parlementaire, les commissions parlementaires. La Troisième République, qui était une république parlementaire, a mené la guerre de 14 et a gagné avec un régime parlementaire et avec un comité qui s'appelait comité secret, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de dire ce qui s'y disait, qui était militaire. On vérifiait toutes les semaines la stratégie. Donc c'est pas vrai que la concentration des pouvoirs va à l'efficacité. Ce n'est pas vrai. C'est peut-être vrai dans une entreprise, encore que beaucoup de gens disent que si les structures étaient plus collectives, les décisions seraient des fois différentes. Donc ce n'est pas vrai. La démocratie prend en général du temps. Quand il y a une crise, il y a en général des dispositifs de crise qui peuvent être mis en place. Et les parlementaires le comprennent. Donc pour moi, ce n'est pas ça le vrai frein. La vraie difficulté consiste à se dire qu'il nous faut des institutions stables. Contrairement aux apparences, la Ve République est moins stable aujourd'hui qu'elle ne l'était au début. On change de ministre assez souvent. Assez souvent. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est un tous les 65 jours dans le gouvernement de M. Édouard Philippe. Comme ça. Bon, mais c'est pas le président de la République jouant un tel rôle, ça se voit même pas. Personne ne croit sérieusement qu'aujourd'hui l'article 20 de la Constitution s'applique et que M. Castex conduit et dirige la politique de la nation. Bon, on peut dire qu'il l'expédie dans tous les sens du terme. Bon, alors comment fait-on des institutions stables et en pouvoir d'intervention populaire? En toute hypothèse, que le régime soit plus présidentiel ou plus parlementaire, comment peut-on introduire à l'intérieur d'un tel dispositif, une intervention populaire possible? On ne peut pas vivre dans le régime de l'Assemblée générale permanente ou de la barricade permanente. Moi, je ne le souhaite pas. Donc, c'est comme ça que sont venues petit à petit l'idée de référendum d'initiative citoyen qui permet à tout moment au peuple lui-même d'intervenir et le référendum révocatoire qui permet de révoquer un élu. Alors, ça ne se fait pas non plus à la sauvage, hein, ça se fait dans certaines conditions. Mais ça donne la souplesse de la possibilité de l'intervention populaire. Vous ne vous trompez pas à mon sujet. Certes, je suis partisan de la révolution citoyenne, mais je crois au fonctionnement démocratique des institutions, au vote, à la contradiction et à l'organisation de la contradiction. Ce que je reproche au système tel que je le vois, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Le gars, il décide tout seul qu'on crée un état-major de l'espace. Vous en foutez, vous n'êtes même pas au courant. Il a décidé tout seul dans son bureau, état-major de l'espace. Or, nous avons signé un traité qui dit que l'espace n'est pas militarisable. Donc on a passé le traité par-dessus bord. Bon, peut-être, mais quand même, on aurait pu en parler 5 minutes. Le président Hollande décide qu'on intervient militairement au Mali. Bon, bah, il a décidé tout seul, parfait, peut-être que c'était urgent. En effet, c'était urgent. Mais après, on peut discuter. On a voté une fois sur la guerre au Mali. On y est depuis 8 ans. Ça a coûté 5 milliards. 2 millions d'euros par jour. Nous avons perdu 50 militaires français, sans parler des civils. De quand on discute de tout ça? Jamais. La Constitution le permet. L'article 16 permet au président de la République de suspendre toutes les libertés constitutionnelles pendant 6 mois. Vous n'avez pas la trouille? Imaginez-vous que c'est moi qui ai élu. Alors, bon, non mais je vous dis moi pour être sympa, ça pourrait être d'autres qui sauraient quoi faire avec, hein, la suspension des libertés démocratiques. Le président, il nomme le Premier ministre, tous les ministres, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil d'État, parce que c'est lui, mais il nomme le premier vice-président, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, excusez-moi, je lis ma fiche, le président de la Cour des comptes, les préfets, les recteurs d'académie, etc., etc., etc. Il n'y a qu'en France qu'un truc pareil existe et qu'on trouve ça normal. Vous pouvez m'expliquer quelle efficacité ça rajoute de mettre tous ces postes dans la main d'un seul homme, ce qui veut dire l'organisation immédiate et spontanée d'une cour composée de plusieurs milliers de personnes qui prétendent à occuper ces fonctions. Tout ça est malsain. Voilà pourquoi je pense que j'ai appelé ça une monarchie présidentielle, parce que c'est la vérité. Écoutez, le président de la République décide des ripostes qui sont faits à la crise sanitaire en Conseil de défense. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que les militaires viennent faire là-dedans? Parce qu'ils sont là, les militaires, et d'autres personnes. Il y a une raison, c'est que quand il est là-dedans, tout est secret défense. Et par conséquent, la Cour de justice de la République ne pourra jamais demander des comptes à qui que ce soit, ni à lui, ni aux ministres qui participent à ces réunions. Alors, vous pouvez dire, ben oui, les pauvres, ça les met à l'abri. Ben, d'accord, mais enfin, à ce compte-là, pourquoi s'emmerder avec des institutions, avec une démocratie, avec un parlement?
Vous voyez, voilà pourquoi j'ai utilisé l'expression monarchie, parce que le monarque avait tous ses pouvoirs déjà. Mais vous ne pensez pas que pendant des temps de crise comme on a traversé, crise du Covid, mais aussi une crise de l'autorité ces quelques années, on a vu le président Emmanuel Macron se faire gifler, on a subi beaucoup d'attentats. Vous ne pensez pas que les Français sont à la recherche d'une figure d'autorité que peut exercer le président sous la Ve République? Ça dépend lesquels. Vous-même, dans l'entreprise où vous irez, vous rêvez d'être dominé et commandé en tout point. Mais c'est votre droit. Il y en a d'autres qui voient les choses autrement. Non, mais c'est bon. Le réflexe, l'autorité, le chef, tout ça, bien sûr. Moi-même, j'ai de l'autorité morale. Je n'ai pas besoin d'élever la voix. Bon. Mais c'est pas des manières saines de se gérer collectivement. De manière saine, si on discute, il y a un point de vue, un autre, bon, vous regardez votre montre, quand est-ce qu'il va se taire, bon, bah, c'est comme ça qu'on organise les choses. Hein. Non, mais c'est ça, c'est une autorité consentie. Moi, j'admets votre autorité à organiser ce débat. Alors, oui, l'autorité consentie, mais non, pas le besoin d'autorité. Le président Macron a été giflé, Henri IV a été poignardé, Henri III a été poignardé, le général de Gaulle a fait l'objet de 5 tentatives d'assassinat. Une gifle, ça va pas loin. Bon, je suis contre. Non, mais je suis contre. Non, mais attendez. Mettez les choses à leur place. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous dire. La violence dans la société a toujours existé. Et évidemment, je suis absolument contre. Et j'ai manifesté ma solidarité avec lui immédiatement. On n'est pas d'accord avec des méthodes pareilles. Parce que ça, c'est pas la vie démocratique. Gifler le président de la République. Bon. Donc, oui, bon, alors, voilà, il y a des trous dans la raquette de la sécurité. Mais de là, on ne peut pas déduire que, par définition, l'autorité soit nécessairement celle qu'on constate dans l'autoritarisme. Hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. L'autorité morale, elle se constate, elle se suit souvent. Quand vous montez dans les escaliers de la galerie d'honneur du Sénat, vous avez des lions qui sont là, ils ont un bouchon dans la bouche. Et moi j'ai demandé c'était le symbole de quoi cette histoire, et on m'a dit l'autorité est muette, elle se constate. Voilà. Donc non, je ne crois pas à l'efficacité de l'autorité comme ça qu'on attribue à quelqu'un. Bon, vous avez des responsabilités, vous les exercez. Elles sont soumises à un contrôle, et bien vous soumettez au contrôle. Voilà, ça fonctionne. Je reviens à l'exemple de la Troisième République. Est-ce que dans une situation de crise comme celle qu'on a eue, le régime d'Assemblée s'est montré être mauvais? Non, non, il nous a aidés. Peut-être que s'il y avait eu un président de la République, il s'en serait bien sorti. Mais j'attire votre attention sur le danger que comporte la décision solitaire. Et quand même, on parle de notre pays, là, on ne parle pas simplement d'une entreprise, on parle d'un collectif humain de 69 millions de personnes engagées. Nous sommes une grande puissance, la 5e ou la 6e du monde. Nous sommes la première armée de l'Union européenne. Ce n'est pas des petites choses, tout ça. Donc il faut savoir organiser pour que les choses se passent avec le maximum d'efficacité. Et la décision collective me paraît souvent plus efficace. Alors après, oui, il y a des moments où c'est une personne toute seule qui décide. On lui confie cette responsabilité et on la juge après. Il y en a une sur laquelle on ne peut pas revenir, c'est que c'est lui qui appuie sur le bouton. Mais on a fait tout ce qu'il fallait pour que personne n'ait jamais besoin d'appuyer sur le bouton. Alors la dernière question qu'on voudrait vous poser ce soir concerne la question de la mémoire. Un certain nombre de présidents ont posé la question mémorielle. Le président Chirac qui avait reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, le président Macron qui a commandé le rapport Stora pour finir le travail sur la guerre d'Algérie. Pensez-vous, vous, que la République française a encore des choses à se reprocher? Et si tel est le cas, vous, président, de quoi vous excuseriez-vous au nom de la France? Le rapport à l'histoire, c'est compliqué. Alors comme c'est compliqué, on finit par admettre ce qui a été décidé. Personnellement, je ne vous cache pas que j'ai eu du mal au début à admettre que la République française était responsable des actes de Philippe Pétain, traître à la patrie et antisémite. Bon, j'ai compris que c'était une nécessité de le dire comme ça, parce que, après tout, c'est notre vie collective et le président Chirac a agi sagement. Lionel Jospin en a fait ensuite de même, et c'est une chose que j'admets aujourd'hui et que je partage avec eux. Après, il y a des choses qui restent en plan, par exemple, et qui sont dures à admettre.
les fusillés pour l'exemple. Ceux qui ont été, à la fin de la guerre, fusillés parce qu'ils ne voulaient plus se battre ou parce qu'ils se révoltaient. Cette révolution qui était dans nos armées comme dans celle de l'ennemi allemand ou celle des alliés russes qui a donné lieu à une révolution, aujourd'hui des gens militent pour dire ils ont été fusillés par l'exemple, pour l'exemple, on les réconcilie, morts pour la France. À leur manière, à eux, ils pensaient que c'était bien de faire comme ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est une des choses auxquelles il faut toucher. Il faut faire, après, attention à tout le reste. Je ne sais pas quelle autre question pourrait surgir. Vous savez que je suis pied noir, c'est-à-dire que je suis né en Afrique du Nord. Je suis donc placé dans une situation singulière chaque fois qu'il est question de la guerre d'Algérie. Moi, j'étais petit, donc heureusement pour moi, je n'ai pas eu à m'en mêler. Mais ma famille, si. Et moi, j'aimerais qu'on tourne la page. La guerre est finie. Et maintenant, on vit tellement imbriqué que c'est bien de savoir où ça peut encore faire mal pour régler le problème, parce que nous avons des milliers et des milliers, voire des millions, de compatriotes qui sont binationaux, de toutes sortes, hein. Mais sur le sujet de l'Afrique du Nord et de l'Algérie, il faut trouver la manière de pouvoir tourner la page ensemble. On dit, ok, bon, il y a ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on le règle, et maintenant on passe, on fait le deuil, comme on dit, hein, pour ceux qui ont à le faire. Je crois que l'histoire doit être un moment où la construction de la nation se prolonge. On s'approprie l'histoire. Moi, je suis très féru d'histoire de France. Je peux vous raconter des tas de choses sur l'histoire de France. Je me la suis appropriée. Même si je sais que la France commence réellement avec la République. Ça peut vous paraître, une autre fois, vous m'invitez, je vous explique pourquoi. En France, c'est la République qui fonde la nation et pas l'inverse. Donc, l'appropriation de l'histoire fait partie de la construction d'un peuple en commun. Pas seulement la langue, vous savez. Quand vous y regardez bien, la France, c'est pas simple à définir. Vous devriez poser la question un jour. Qu'est-ce que c'est la France? Bon, c'est pas une religion, il y en a 5. C'est pas une couleur de peau, il y a toutes les couleurs de peau. C'est pas une langue. Il y a 29 pays qui ont le français comme langue. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste, hein? Il vous reste le contrat politique qui nous fonde comme communauté légale, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes une des rares nations du monde, hein, pour ne pas faire trop prétentieux, qui est fondée sur un contrat politique qui comporte un programme politique. Parce que vous soyez de droite ou de gauche, je mets de côté l'extrême droite qui n'a rien à voir avec nos traditions, mais qu'on soit de droite ou de gauche, on se réclame tous de ça, hein, et chacun prétend qu'il le fait mieux que l'autre. Et puis c'est aux citoyens de dire, il a un repère. Alors, M. Mélenchon, est-ce qu'il nous avance vers la liberté? Est-ce qu'il nous avance vers l'égalité? Est-ce qu'il nous avance vers la fraternité? Et M. Machin, M. Truc, M. Macron, voilà. Nous avons tous un repère commun que nous acceptons. Et voilà comment je trouve que c'est bien qu'on soit jugé à la fin. Et y compris pour l'histoire, se l'approprier, c'est se l'approprier avec le souci d'arriver à ça. Pas de se tirer les cheveux ou de désigner je ne sais quel coupable ici ou là, mais trouver le moyen de sortir dans un récit qui est commun, quelque chose qu'on fera tous. Alors autrefois, on avait inventé des folies comme nos ancêtres les Gaulois qui faisaient marrer tout le monde, parce que c'est marrant qu'on prétende tous avoir des ancêtres gaulois et qu'on se soit aussitôt intitulé gallo-romain. Bon, il n'y a que nous qui faisons ça, hein, les Français. C'est dire que la créolisation est une vieille affaire chez nous. Mais le mot fait peut-être peur, non? Et c'était la dernière question. Monsieur Mélenchon, merci pour cet échange. Il était riche et constructif. On va désormais laisser la parole au public. Donc, si vous avez des questions, levez la main. On va passer entre vous avec des micros. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mélenchon. Vous parlez de la France comme d'une masse d'ouvriers. Vous parlez beaucoup des ouvriers. Vous parlez des machines comme quelque chose qui remplacerait l'homme et le travail pénible, sans parler de l'investissement que ça demande. Et l'investissement, ça ne sort pas forcément du chapeau. Vous parlez aussi de l'État comme quelque chose qui pourrait pallier cet investissement-là, je pense. Pallier à beaucoup de choses, sauf que vous parlez peu de la dette aussi, j'ai l'impression que vous avez peut-être une vision un peu fantasmée de la France, d'une France ouvrière, peut-être des années 60, qui est peut-être pas forcément en phase avec beaucoup d'enjeux d'aujourd'hui. Oh, la dette, moi je raffole du sujet. Une vision fantasmée de la France. Bon. Je prends j'en ai un récit. Alors, et
convient peut-être pas ou il ne correspond pas à celui que vous faites vous-même, mais vous aussi, vous avez un récit sur la France. J'ai le privilège de l'âge, j'ai eu le temps d'apprendre l'histoire, j'ai eu le temps de circuler beaucoup dans notre pays, vraiment, je ne sais pas combien de fois, hein, dans tous les sens, donc d'abord d'en voir l'extraordinaire diversité. Bref, moi j'ai une relation qui est quasi... c'est une relation d'enthousiasme. Mais je ne sais pas vous dire pourquoi. Il y a des fois des choses qui suggèrent de l'enthousiasme et d'autres... donc je pense qu'on peut tout faire, qu'on sait tout faire, qu'on peut se sortir de tout. Parce que justement, ce que j'ai lu de l'histoire de France comporte des épisodes particulièrement calamiteux où on pouvait se dire, bon, on ne leur sortira jamais. Donc j'admets que j'en ai peut-être une vision romantique, mais je suis sûr que si je vous écoutais, vous, peut-être que vous me parleriez de l'endroit où vous êtes né, de l'enthousiasme que vous avez pour lui, de la beauté des choses, etc. Alors après, de quoi voulez-vous que je vous parle? Des machines qui soulagent la peine de l'homme, de la dette. Bon, c'était ça le sujet principal. Alors, la fantasme, la dette, et le troisième, c'était quoi? Parce que je vous entendais fort mal, ça résonnait. L'investissement et la dette, ok. Alors, l'investissement, grosse question qui se règle en partie par la dette. En tout cas par l'emprunt. Mais l'emprunt, c'est de la dette, donc ça revient au même. Le problème de l'investissement dans notre pays, c'est qu'il est extrêmement faible. Les dividendes ont augmenté de 70% au cours des 10 dernières années et les investissements ont diminué de 5%. Que se passe-t-il dans l'économie qui justifie qu'une chose aussi aberrante ait pu se produire? C'est que le mécanisme de l'accumulation, qui est le propre du capitalisme, ça fonctionne là-dessus. Il faut que ça rentre à un bout et puis ça ressort à l'autre plus important. Donc, marchandise, argent, marchandise, argent, marchandise, argent. Et le capitalisme agit pour que ce cycle soit le plus court possible et que ça tourne le plus vite possible. Que s'est-il passé? C'est que jusque-là, on accélérait le cycle par l'accélération de la consommation, l'extension de la production. Mais s'est interposée une couche économique nouvelle, inconnue jusque-là, qui est la couche du capitalisme financier. Il y a toujours eu un capitalisme financier boursier, mais il n'était pas au poste de commande. Le capitalisme financier mondial se constitue à partir du 15 août 1971, quand les États-Unis d'Amérique décident que la monnaie dollar n'est plus convertible en valeur matérielle qu'est l'or. Parce que c'était ça, en gros, les conclusions des accords de Bretton Woods. À partir de là, ils ont le pouvoir de créer autant de monnaies qu'ils veulent. Et ils le font ardemment et avec enthousiasme. Au point que depuis 2006, ils ne publient plus la masse monétaire qu'ils ont mis en circulation. Cette masse monétaire s'est mise à produire des objets financiers, nouveaux, inconnus, spéculatifs évidemment, qui permettent des niveaux d'accumulation qui sont irréalisables dans la production matérielle. C'est-à-dire que vous pouvez monter à du 12, du 15, du 16, du 18, du 20, des fois plus, mais n'exagérons pas, restons à 18. Parce que j'ai vu, moi, une grosse entreprise qui produisait du plastique PVC, qui est un plastique absolument indispensable, fermer parce que le fonds de pension qui avait investi là ne pouvait pas en tirer plus de 11%. Donc, ils ont liquidé leur affaire, vendu les terrains, vendu les immeubles, et à la fin, ils sont retombés sur leurs pattes. Ceux qui ne sont pas retombés sur leurs pattes, et ceux qui bossaient dedans, et ceux qui en dépendaient. Donc, c'est l'existence de cette sphère financière autonome, ce temps autonomisé, qui permet des niveaux d'accumulation tels que, quand vous avez, il est peut-être plus intéressant de placer dans la sphère financière que dans la production. C'est-à-dire faire des placements financiers plutôt que des placements dans la production. Voilà pourquoi les investissements ont tant de peine à se réaliser dans certains domaines, et notamment dans les secteurs les plus frileux, où on préfère mettre son argent là-dedans. Donc, une des réponses économiques que, pour ma part, j'apporte, c'est que je veux couper les liens entre le pouvoir économique et la sphère financière, qui nous met en danger permanent. Nous aurons bientôt une nouvelle crise financière. Il y en a une à peu près tous les 10 ans, comme ça. Là, on a eu le coup Covid qui nous a frappés. Le coup Covid, c'est seulement maintenant que vous commencez à en voir
l'impact sur l'économie réelle avec la dislocation des chaînes de production, et ça aura forcément aussi un impact dans les autres compartiments. Donc la crise Covid, en tant que crise sanitaire devenant une crise économique, ne fait que commencer. Vous n'avez vu que le début. Alors, je reste sur la question abstraite de l'investissement en général. J'explique pourquoi on n'arrivera à avoir à nouveau un investissement matériel que si on coupe les liens entre la sphère financière et la production réelle. Quel moyen de le faire? Le moyen le plus simple porte sur l'attribution des pouvoirs de vote des actionnaires. Si vous conditionnez le pouvoir de vote à la durée d'un investissement, vous gardez de meilleures conditions de contrôle. J'ai connu des pays, j'aimerais bien pouvoir faire ça en France, comme le Brésil ou comme d'autres, qui avaient exigé des dépôts de garantie pour tout investissement réalisé chez eux. Il faut être gonflé pour faire ça, mais ils l'ont fait et ça a marché. Un dépôt de garantie, ça veut dire vous déposez en même temps que vous placez votre capital, un engagement, et si vous partez avant la date dite, le dépôt de garantie, au revoir. Alors c'est assez audacieux de faire ça, mais ils l'ont fait et ça a fonctionné. Alors, l'investissement nécessaire. Quel est le premier investisseur de ce pays? C'est l'État et les collectivités locales. C'est lui le premier investisseur. Donc, la puissance d'intervention de l'État est intacte pour être stratège. Dans le cas de la planification écologique, vous indiquez la direction dans laquelle vous allez. On va faire ceci, on va faire cela, donc ça vaut la peine de faire des placements. Nous fournissons aux entreprises le rêve, c'est-à-dire la visibilité. Et nous nous réapproprions, pardon, c'est une notion un peu abstraite, nous nous réapproprions le temps. Le temps est devenu une propriété du court terme. Et le temps du long terme a été évacué, il n'a plus de pouvoir. Il s'agit de restituer le pouvoir du long terme, qui est forcément celui de l'investissement. Quel est ce long terme? Ce n'est pas si long que ça. Une machine, c'était autrefois 10 ans. Maintenant, c'est 5 ans, sa durée de vie moyenne. Donc nous avons une idée des horizons dans lesquels nous travaillons pour ce qui concerne l'investissement dans les directions que nous donnerons. Par exemple, on va dire on va reconstituer la filière aluminium. Ça va, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop de boîtes à remettre. Mais nous allons créer une filière bois. Bon, l'État va mettre des sous là-dedans, sous les formes différentes, donc ça vaut la peine d'investir dans le bois, parce que ça va être un plan qui va être engagé sur 5 ans, sur 10 ans. Voilà comment, par le plan, on peut conduire l'investissement. Après, il y a la dette. Bon, très bien. Aujourd'hui, nous avons une grande dette. Faites attention au fait qu'on vous dit la dette, la dette, la dette, et vous regardez la dette publique. Pendant que vous regardez la dette publique, vous ne regardez pas la dette privée. La dette privée est supérieure à la dette publique. La dette publique, vous retrouvez toujours l'État. La dette privée, vous ne retrouvez pas l'entreprise qui a mis la clé sous la porte. Or, la dette privée est plus importante que la dette publique. Je vous fais une concession, compromis avec le capital. Si ça venait à tourner mal, vous avez intérêt à avoir un État qui a une capacité d'intervention financière, comme ce fut le cas en 2008. Comme ça a à nouveau été le cas cette fois-ci. Les États-Unis d'Amérique ont rajouté 8 ou 10 points ou plus dans la production purement sur de la dette. Donc méfiez-vous et espérez avoir un État qui a une capacité d'intervention, parce que cet État, vous ne l'avez plus, ni en France, ni nulle part en Europe. C'est la raison pour laquelle je vous dis très tranquillement, la dette ne sera jamais payée. La dette publique ne sera jamais payée. Elle est tout simplement impayable. Il n'a pas de précédent dans l'histoire qu'une dette d'un niveau pareil ait été remboursée. Jamais. Par conséquent, pour sortir de la dette accumulée, vous avez plusieurs voies. Alors, je commence par les voies pacifiques, les plus simples. L'inflation, horreur pour le détenteur de la rente. Mais l'inflation, ça vous permet de grignoter le stock de dette. Non mais, je ne dis pas que je veux le faire, je dis que c'est comme ça que ça se fait. Si vous avez, j'ai connu une période où il y avait l'inflation à 10%. Je ne vais pas vous saouler, parce que je vois que tout le monde s'en va. Donc il est temps que j'arrête. Bon, alors, je vais terminer là-dessus. La dette publique ne sera jamais payée. Nous pouvons annuler la dette publique qui est détenue dans la caisse de la Banque Centrale Européenne, parce que, à cette heure-là, je ne fais pas la démonstration ni un cours d'économie, la dette qui est dans la caisse de la Banque Centrale Européenne n'existe pas, n'est pas un capital qui a été placé, n'appartient à personne. Par conséquent, nous pouvons rayer la dette publique. J'ai proposé un compromis qu'on commence par rayer la dette Covid. Ça allège la dette de 500 milliards. Bon. À qui ça coûtera? À personne. Ce n'est pas la dette des petits épargnants, c'est la dette publique de la Banque Centrale Européenne, que la Banque Centrale Européenne a rachetée aux banques privées. Par conséquent, il n'y a pas
une personne qui sera spoliée. Rayer la dette publique est une possibilité qui vous épargnera d'autres misères. Sinon, alors bon, ça c'est les propositions, mais vous avez d'autres possibilités, l'hyperinflation ou l'inflation. Vous avez la guerre aussi qui est pas mal, qui permet de détruire des actifs, voilà. Ou la banqueroute. Moi je ne souhaite ni la banqueroute qui serait le chaos, ni évidemment la guerre, ni l'hyperinflation. Alors ceux qui n'ont pour seule réponse de dire nous allons réduire la dette en réduisant les dépenses, disent une ânerie. Parce que les dépenses sont celles qui mettent en route l'économie et qui produisent des résultats fiscaux. Voilà, bon, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais je n'ai encore pas été convaincu par les gros malins qui m'ont expliqué que c'est en réduisant la dépense publique et la dépense sociale qu'on allait améliorer la situation de la France, parce que c'est le contraire qui s'est produit. Eh bien, c'est sur ces mots que notre débat touche à sa fin. Ah merci. Oui. Merci, Monsieur Mélenchon. Merci.